Hello Chloé, comment tu vas? Bonjour, très bien, merci. Alors, tu crées du contenu sur l'éducation canine depuis quasiment 10 ans. Si on additionne tous tes abonnés de partout, je me suis amusé à faire ça hier, on dépasse les 100 000. Alors, j'ai très envie de connaître ta recette. Aujourd'hui, tu formes les futurs éducateurs canins au métier. T'as accompagné, je crois avoir vu plus de 600 personnes. J'aimerais aussi que tu Ouais. m'amènes donc dans cette aventure. Avant qu'on commence tout ça, pour se mettre un peu dans le bain, j'ai préparé 5 petites questions rapides qui sont liées à l'univers de l'éducation canine. Est-ce que t'es prête? Ok, je suis prête. Le but, c'est que tu répondes en quoi? En 30 secondes max, quoi. C'est plus du tac au tac. Ok. Première question. Est-ce qu'il faut punir un chien pour qu'il comprenne? Non, pas nécessairement. C'est pas l'approche qu'on va utiliser. Pour qu'il comprenne, il y a d'autres façons de lui apprendre. Après, la punition en tant que telle, peut-être on en reparlera. C'est pas non plus un gros mot, mais c'est pas une logique d'éducation pour qu'il apprenne, en effet. Ok. Est-ce qu'un chien peut être méchant ou c'est toujours l'humain le problème derrière? Ça dépend ce qu'on entend par méchant, comment on définit ce qu'est être méchant. Après, un chien peut avoir des comportements que nous, on peut considérer comme être méchants, comme des chiens qui vont être agressifs, qui vont avoir des comportements de mordre ou des choses comme ça. Maintenant, c'est pas toujours l'humain qui est derrière. Des fois, les chiens arrivent avec des pathologies qui leur sont propres et qui font qu'ils vont avoir ce genre de comportement. Mais là, c'est un problème d'étiquette. C'est ce qu'on met derrière le mot méchant. J'aurais tendance à dire non, mais je peux comprendre que on peut l'envisager comme ça quand on regarde un chien et que il est tout croc dehors. C'est souvent l'étiquette qu'on va essayer de lui apporter, ce qui est assez logique en tant qu'humain. C'est vrai. Est-ce qu'on peut rattraper, entre guillemets, un chien mal éduqué? Oui, oui, oui. Alors les chiens, ils sont capables d'apprendre toute leur vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Là où il peut y avoir une nuance, ça va être sur des chiens qui, dans les toutes premières semaines de leur vie, ont eu des déficits, ont été séparés trop tôt de leur mère, ont évolué dans des environnements qui n'étaient pas adéquats. Et là, c'est vrai que ce genre de problème, plus on va attendre, plus on va avoir du mal à le régler complètement. Et il y a aussi une question de race et d'instinct. Il y a des instincts que les chiens ont. Et si on est face à un comportement qui est lié à un instinct par définition c'est inné et ça ne se supprime pas. Alors on peut modeler, on peut faire des choses. Voilà. Par contre, si on est juste en train de demander au chien de savoir se poser, de savoir nous suivre, etc., l'éducation pure, ça, à tout âge, on peut arriver bien sûr à lui enseigner des choses. Ok. Est-ce qu'on peut être un mauvais maître sans s'en rendre compte? Oui, complètement, mais ce sera par manque de connaissances la plupart du temps. Moi, tous les gens que j'ai pu suivre au fil des années de travail, ils n'étaient pas volontairement dans l'erreur. C'était vraiment, ils ne savaient pas, donc ils réagissaient comme ça. Puis dès l'instant où on leur apprend, ils changent de comportement et tout va mieux. Ok. Et dernière question, mon chien détruit tout en mon absence. Pourquoi? Alors, un chien qui détruit en notre absence, il y a plusieurs raisons possibles. Et d'ailleurs, le travail, ce sera d'aller comprendre quelles sont ces raisons pour vraiment donner des solutions au duo maître-chien. Mais les pistes, bah, souvent, ça peut être parce que le chien frustre quand on n'est pas là, donc il est comme en colère, et Mhm. donc il va décharger cette énergie bah, sur nos meubles, sur différentes choses de l'environnement. Ça peut être aussi de l'anxiété, des chiens qui, quand ils se retrouvent tout seuls, se mettent en anxiété. Donc là aussi, souvent, les chiens vont détruire au niveau des fois, souvent, ce qu'il y a votre odeur, des vêtements, des choses comme ça. Et puis, il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir de l'ennui, un mauvais apprentissage. Il y a d'autres pistes, voilà, qui sont à aller explorer. Mais dans tous les cas, on cherche la cause pour avoir une solution vraiment adaptée au chien et on va éviter le plus possible des solutions universelles à copier-coller partout. Ça, c'est pas ma façon de travailler en tout cas. Ok, trop bien. Eh ben, on est parti. Est-ce que tu peux te Ok. présenter en quelques mots, s'il te plaît, Chloé? Oui, donc moi je m'appelle Chloé, donc je suis éducatrice canin comportementaliste depuis 2009, donc ça fait presque 20 ans maintenant que c'est mon Wow. métier. J'ai commencé, j'avais 19 ans, voilà, j'ai eu un parcours au départ qui était d'être en fac de philo à la Sorbonne à Paris, donc rien à voir. Et puis chemin faisant, j'ai découvert le métier d'éducateur canin, donc j'ai décidé de me lancer. Mais il y avait très très peu d'écoles, le métier était très peu développé en fait. Il y a presque 20 ans, ça existait pas vraiment. Donc ça a été un peu la croix et la bannière pour y arriver. J'ai dû vraiment lancer mon projet, même en opposition avec ma famille qui ne croyait pas du tout que c'était un métier et que je pouvais en vivre.
Donc ça a été tout un combat pendant presque un an. Je leur ai pas parlé pour faire mon projet. Et donc voilà, j'ai quand même réussi à me lancer. Alors à cette époque-là, j'avais déménagé en Auvergne, donc vraiment dans la campagne auvergnate. Et mine de rien, ça a bien marché dès le début. Donc j'ai toujours pu en vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de d'important parce que bah, c'était vraiment l'objectif. Et puis mon parcours ensuite a évolué. J'ai bien sûr donc travaillé en tant qu'éducatrice. J'ai eu la chance aussi de partir plusieurs mois au Canada pour entraîner des chiens de traîneau. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai découvert l'éducation positive parce qu'au préalable, je ne connaissais pas. Et donc j'ai eu d'ailleurs tout un changement dans mes façons de travailler suite à ça. Et c'est au bout de quelques années que j'ai créé le centre de formation qui aujourd'hui forme des éducateurs canins. Et puis bah, j'ai évidemment eu plein d'autres aventures et de périples ces dernières années, mais voilà, on verra si les sujets sont abordés entre nous. Mais voilà dans les grandes lignes qui je suis. C'est ouf. Et tu disais donc qu'au début, quand tu t'es lancé à ton compte, donc si je comprends bien, la première partie de ton projet dans l'univers canin, c'était en tant qu'éducatrice. Il n'y avait pas encore cette notion de web que tu as Non, aujourd'hui. Et mais à exactement. ce, ok. Et à ce moment-là, donc tu disais que tes proches, tes parents et tout ça, je sais pas si c'est qu'ils croyaient pas en toi, mais du moins ils croyaient pas en ton projet. Comment Ouais, tu fais pour rester motivé à ce moment-là, tu vois? ouais. En fait, c'est que bah déjà j'étais en fac de philo, donc eux ils s'attendaient à ce que je reste dans cette branche. Et quand j'ai décidé de faire ce métier, moi pour moi c'était vraiment important. Je savais pas trop ce que je voulais faire quand j'étais à la fac, mais je voulais vraiment trouver un métier qui me passionne. Et ça c'était vraiment pour moi un critère non négociable. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé ce métier-là, ça m'a tout de suite passionnée. Enfin, j'ai vraiment tout de suite ressenti que ça me plaisait parce que j'aidais les gens, j'aidais les chiens, j'étais en extérieur, j'avais vraiment tous les critères en fait qui pour moi étaient importants à ce moment-là étaient cochés. Sauf le fait que bah c'était pas vraiment un métier à cette époque-là, mais c'était secondaire en fait dans mon idée. Et donc pour mes parents en fait ce qui s'est passé c'est que eux pour eux leur vision du métier d'éducateur canin déjà c'était pas un métier tout court et c'était vraiment le bénévole dans un club canin qui fait ça le week-end à côté, voilà. Et donc moi, quand je leur ai dit, mais non, ça va être mon projet, et ils m'ont pas cru, ils ont pas du tout eu la vision que moi j'ai eue à ce moment-là. Et donc pour eux, c'était vraiment, je m'embarquais dans un truc, je quittais la fac, enfin c'était dramatique. Et donc j'étais très jeune parce que j'avais 18-19 ans à ce moment-là, et j'étais très têtue, très déterminée, et donc bah, je pense que ça a été ça qui m'a donné la force, et qu'en fait je me suis dit, mais moi je suis sûre de moi, je sais que c'est ce que je veux faire, et ça m'a encore plus donné de la force qu'on s'éloigne en fait à ce moment-là, parce que ça m'a donné une raison en plus pour leur prouver que j'allais y arriver et que j'avais raison, quoi. Donc je m'en suis servi vraiment comme une détermination, un objectif en plus qui était bah voilà, je vais le faire et en plus vous allez voir que ça va marcher. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que après on a bien sûr retrouvé des liens et un contact très très familial, il n'y a pas eu de souci ensuite. Mais ça a été une vraie énergie en plus, une vraie motivation en plus pour moi à ce moment-là. Je vais vous prouver que vous avez tort, les gars. Je vais réussir et C'est trop super ça, réussir. c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, tu pars au Canada pour la partie, pour faire j'ai vu, c'est un stage, tu disais, sur les chiens de traîneau. Ouais, en fait, Et au bout de ouais. quelques temps, je me suis lassée du métier. C'est un peu paradoxal parce que j'avais vraiment tout donné pour y arriver. Et en fait, au bout de quelques temps, je sentais que je faisais tout le temps la même chose, que c'était très redondant, etc. Et alors, dans les méthodes d'éducation, aujourd'hui, vous avez l'éducation positive, l'éducation coercitive, il y a différents courants. Et moi, au début, j'ai appris en coercitif. Et c'est très binaire comme méthode. Donc, c'est vrai que ça me stimulait pas. Voilà, au bout de quelques temps, vraiment, je sentais que j'étais plus stimulée. Et c'était compliqué vu que j'avais quand même bien lutté pour faire ce métier, de me sentir un peu être dans quelque chose qui me passionne un peu moins. Et c'est là que j'ai voulu partir au Canada. En fait, c'est là que ça a relancé la machine parce que j'étais passionnée de chien de traîneau. Et donc je me suis dit bah quitte à faire du chien de traîneau, autant aller le faire au Canada. Et donc je suis partie en fait tout l'hiver pendant 5 mois chez un musher, c'était une femme qui avait 50 skis qui les entraînait en course pour 20 d'entre eux. Et donc elle m'a recueilli, donc c'est ce que j'étais, c'était handler, c'est-à-dire que j'entraînais les chiens là-bas. Et donc c'est un système où on est logé, on est nourri, voilà, on ne paye rien, mais en revanche on n'est pas payé non plus. Et voilà, on va en fait entraîner les chiens, j'ai pu faire des courses, on a voyagé dans le Canada, c'était génial. Et donc ça a duré ouais 5 mois, tout l'hiver en fait, j'ai fait ça.
Ça devait être génial. Et Ouais. à quel moment... Et alors, juste la partie, tu dis, coercitif, c'est ça que tu as Oui. été formé, c'est en gros, le chien, on le punit quand il fait quelque chose de pas bien, et après, tu reviens de là avec la méthode plus positive, où c'est, on le récompense quand il fait quelque chose de bien. C'est ça un peu l'idée? Ouais. Alors, pour le détailler un petit peu plus, en fait, la méthode coercitive, c'est qu'il y a une notion de contrainte, c'est-à-dire que le chien écoute, point. Et il peut y avoir en effet des outils qui vont être dans la punition, etc. La méthode positive, l'objectif, c'est de faire attention aux émotions du chien quand il apprend. Donc, il y a vraiment une notion de émotionnelle où on prend en compte l'émotion. Et il y a aussi une notion où on va aller, quand le chien va pas bien, l'aider à aller mieux. Donc, on va vraiment faire attention à cette dynamique-là parce qu'en fait, l'émotion dans l'apprentissage, c'est déterminant. C'est vraiment la fondation d'un apprentissage. Et ça va aller amener plein d'autres choses. Ce qu'on va aussi voir, c'est les questions de motivation. Notre but, c'est que le chien écoute parce que il a le choix. Et en fait, en ayant le choix, il décide de nous écouter. Et là, ça change tout en éducation positive, cette vision-là. Même si on va pas non plus potentiellement laisser le choix sur tout, ou que des fois, c'est un choix qui est contrôlé. Mais il y a quand même une notion, à l'inverse de la coercition, où, euh, où on est plus dans le relationnel que dans le fait d'imposer quelque chose qu'on va vouloir du chien absolument. Et ça change tout à la relation avec son chien, à la compréhension du chien, même nous personnellement, parce qu'on est moins dans une relation dualitaire, etc. Donc c'est que ce soit pour l'humain, pour le chien et pour la vision générale du vivant, en fait c'est bien plus profond que ça si on va dans le détail. Et, et ça, mais en fait, ça m'a passionné à nouveau quand je suis revenue en France avec cette nouvelle, ce nouveau bagage. Ça m'a vraiment donné envie de me reformer. Et d'ailleurs, depuis ça, c'est une règle que je me suis fixée. Je me forme quotidiennement. Tous les ans, je suis une formation pour ne plus jamais, en fait, être un peu larguée et me retrouver face à une approche qui est plus du tout actualisée parce que le monde évolue et les savoirs évoluent et c'est important d'aller les chercher, de pas être de pas être inerte en fait dès l'instant où on a une connaissance et de se dire bon bah c'est bon et puis je vais rester 20 ans avec mon savoir, c'est vraiment d'aller se challenger quotidiennement et donc ça a été le coup de pied aux fesses qui m'a permis d'aller vers cette dynamique et qui encore aujourd'hui je respecte et je continue de me former tous les ans même après presque 20 ans de métier. Ouais. Et bah, tu vois, c'était une question que j'avais pour un peu plus tard, mais moi je le vois dans mon entourage. En gros, dans la tranche 30-35, les gens de mon entourage font beaucoup moins d'enfants. On est en retard par rapport à la génération de nos parents. Par contre, quasiment tout le monde a des chiens. Et j'en ai pas, moi. Mais quasiment tous mes potes en ont. Mais je remarque qu'il y a une attente très forte. Tu vois, il y a une pression sociale autour de la manière dont tu vas éduquer ton chien. euh, que je n'avais pas moi, enfin que mes parents n'avaient pas quand on avait un chien et que j'étais tout enfant. Tu vois. Comme si maintenant, enfin pas comme si, mais qu'on attend que le chien tu le promènes X fois par jour et tout ça, qu'il soit traité, enfin il y a un marché du chien qui est énorme et vraiment une pression autour de comment tu dois éduquer ton chien. Est-ce que ça vient du fait que il y a un peu moins d'enfants et que du coup les gens reportent cette attention qu'ils avaient sur un enfant sur un chien, ou du fait que, comme tu le dis, maintenant on comprend mieux un peu le chien, en gros, c'est pas juste un truc que tu caresses, c'est un être vivant qui a des émotions, qui a tout ça. D'où ça vient, Mm. selon toi, ce côté où le chien, il prend une place de plus en plus grande dans la famille? Mm. Je pense que c'est multifactoriel, il n'y a pas qu'une seule raison. Alors, je pense que ce que tu as énoncé peut jouer, le fait qu'on est plus sensible à nos propres émotions, qu'on les voit mieux aussi chez le vivant, le fait qu'en effet les gens font moins d'enfants et donc il y a un transfert qui peut être fait sur l'animal. Et aussi le fait que le rôle du chien évolue parce que c'est vrai qu'il y a quelques années encore, l'époque de nos parents ou même pire nos grands-parents, les chiens étaient plus là par presque utilité. Donc ils avaient une fonction, il y avait moins ce truc où on partait en vacances avec notre chien, où ils rentraient, ils vivaient dans le foyer avec nous, etc. Ce qui aujourd'hui est complètement admis, hein. Les gens, quand ils ont un chien, ils savent que c'est un membre de la famille qui arrive, il a sa place à la maison. Voilà, il y a de plus en plus de d'actions qui sont faites. Et d'ailleurs, le marché de l'animal de compagnie, au niveau économique, est l'un des seuls marchés qui ne régresse pas, où les gens continuent. C'est un marché qui continue de grandir. Alors pas que l'éducation, hein, mais ça peut être les soins vétérinaires, le matériel, les loisirs avec son chien, le sport avec le chien, etc. Donc là, on est vraiment sur un changement en bien et il y a aussi des effets délétères, hein, c'est-à-dire que globalement c'est plutôt bien que le chien ait une place
qui soit plus respectueuse de son être et qu'on fasse plus attention à qui il est, à son bien-être, à ses besoins, qu'on le soigne mieux, qu'on le nourrisse mieux, voilà, etc. Par contre, c'est vrai que des fois, on tombe aussi dans une autre dimension qui est où le chien devient une sorte de béquille affective et encore plus sur des gens qui n'ont pas d'enfants et qui vont un peu projeter ça et où en fait, des fois, on ne laisse plus le chien à sa place de chien, qui n'est pas péjoratif si on le considère réellement en tant que chien, avec toute la bienveillance qui va avec cette idée. Mais moi, j'accompagne aussi des gens qui se retrouvent dans des situations où le chien devient un élément déterminant à leur bien-être et une projection quelque part d'un manque. Et là, c'est pas bon, parce qu'en fait, on va attendre du chien et on va avoir une relation avec le chien qui peut créer chez lui même des pathologies. Et donc il y a aussi des fois cette dimension où le chien devient un élément émotionnel pour l'humain Mhm. qui devrait être travaillé, mais qu'on ne sait pas forcément faire parce que l'humain est conscient aujourd'hui qu'il a des émotions, mais on n'a pas encore l'intelligence émotionnelle suffisante, et c'est en train d'arriver, et c'est une partie de mon travail, pour apprendre à l'humain à gérer son émotion. Parce que si on parle de gérer les émotions du chien, on est obligé d'aller voir comment ça se passe de l'autre côté de la laisse. Donc il y a aussi cette connaissance de l'émotionnel de l'humain. Et d'ailleurs, j'ai organisé là cette année la première retraite avec son chien, qui est vraiment une retraite pendant 4 jours. On est avec son chien et on va aller au fond de nos émotions pour nous et on voit la différence après avec le chien. Et je suis convaincue que c'est l'avenir du métier, c'est de faire plus attention à l'humain, à ses blocages, à ses mécanismes, à ses émotions, à ce qu'il projette sur le chien, pour repartir en fait sur une relation maître-chien authentique, qui n'est pas une projection, qui n'est pas liée à une blessure, à voilà, une faille entre guillemets, mais Mhm. que le chien nous permet d'aller voir cette faille, aller voir cette blessure, parce qu'elle se révèle en fait avec le chien, et qu'on puisse savoir quoi faire avec, la digérer et repartir sur quelque chose de plus naturel, d'où le nom nature de chien d'ailleurs. C'est vraiment d'aller au fond de la nature du chien, de la relation avec son chien. Mm. Et bah, tu vois, en regardant ton site et tes contenus, j'ai vu que tu disais régulièrement que le but, enfin le vrai métier en fait, c'était d'éduquer l'humain et pas le chien, Mm. et que il y avait vraiment cette notion de gestion émotionnelle qui est centrale dans ton approche, comme tu viens de le dire. Mais si, tu vois, je me fais l'avocat du diable un peu. Tous les humains sont au clair avec leurs émotions. Et quand ils ont là où avant, il y en a qui prenaient en gros un chien parce qu'ils avaient un besoin d'affection pas comblé, tu vois, parce qu'ils se sentaient seuls ou parce que tout ce que tu veux. Si tu combles ces besoins d'affection chez tous les humains, est-ce que finalement ils prendront pas moins de chiens, tu vois? Bah, Ou alors si moi c'est une j'en ai bonne. un parce que je me sens seul et que ça y est, je me sens plus seul, est-ce que j'ai toujours Mhm. besoin du chien? Bah oui, parce qu'en fait, enfin, oui ou non d'ailleurs, et d'ailleurs si la réponse est non, il vaudra mieux pas prendre de chien, parce que l'une Hmm. des choses les plus compliquées qu'on voit, c'est quand les gens adoptent un chien pour les mauvaises raisons, tu vois, avec des attentes qui seront même pas réalisables pour le chien, et qui du coup, ben, vont faire que notre relation, elle va toujours être un peu compliquée. Donc moi, je préfère quelqu'un qui va au fond de ce sujet et se dit, bah, en fait, finalement, je suis pas forcément fait pour avoir un chien maintenant, et ne le prenne pas, et d'éviter de prendre un chien qui sera peut-être malheureux, ou on va pas pouvoir aller répondre à ses besoins, etc. Par contre, si on passe au-delà de ça et qu'on se retrouve avec notre chien, bah là, on est dans une relation qui est hyper riche, parce que je trouve que c'est hyper passionnant, enfin, c'est vraiment passionnant quand on vit avec un chien, de découvrir cette espèce qui est fascinante, qui nous amène aussi une capacité de retour à soi quand on part en promenade avec son chien. C'est un vrai cadeau quotidien où on peut vraiment se reconnecter à soi-même, à être dans la nature, à prendre le temps aussi, voilà, de prendre une demi-heure, 1 heure chaque jour pour ce moment-là. C'est très gratifiant. Le chien, c'est aussi un facilitateur social. Les personnes âgées qui ont des chiens, bah, ça les force à bouger, ça les force à avoir une responsabilité aussi dans leur foyer. Donc il y a aussi des intérêts pour la société d'avoir un chien, mais il faut le prendre du bon côté. Voilà, il faut le prendre dans le bon chemin. Il faut pas le prendre pour pallier quelque chose, mais pour construire quelque chose d'encore mieux, en fait, d'enrichir notre vie et notre relation avec les contacts avec les autres humains, mais avec les animaux. Et le chien, il fait partie de cette équation. Clairement, et c'est ça aussi l'intérêt, c'est de se dire, mon chien, c'est un membre de ma famille, et comme d'autres individus dans ma famille, et il m'apporte quelque chose en plus, mais qui n'est pas un critère de survie, en fait. Voilà, c'est plus ça. Et c'était un peu la question d'après que j'avais, c'est comment je sais si je veux un chien pour, entre guillemets, les bonnes raisons versus les mauvaises. C'est-à-dire, parce que tu vois, un chien, le côté affectif qu'il a, je compare par exemple à un chat, même s'il y a des chats très affectifs et tout, mais c'est pas pareil, tu vois, par exemple.
est-ce que dire je veux un chien aussi pour en gros avoir ces moments câlins, est-ce que du coup ça fait que je le veux pour la mauvaise raison? Alors que ça fait un peu Mm. partie du deal du chien aussi. Tu vois. Ou alors je suis à côté de la plaque peut-être, hein, t'as le droit de me le Ouais. dire. Non, Mais non, carrément. comment je Non, non, comment j'arrive à ouais. savoir que je vais dans la bonne direction? Enfin que Mm. je prends un chien pour une bonne raison, tu vois. Ouais, c'est vraiment une question centrale. En fait, elle est très personnelle à chaque individu. Le tout, c'est vraiment d'aller fouiller, d'aller se dire, bah en fait, pourquoi je veux un chien? Qu'est-ce que je veux faire avec? Qu'est-ce que je projette? Quel est le besoin? En fait, d'essayer de mettre en conscience ce qui est dans l'inconscient. Donc, quel est mon besoin authentique en voulant un chien? Est-ce que, alors, si admettons, c'est bah oui, j'ai envie d'avoir un individu avec qui je peux faire des câlins, bah c'est en fait, est-ce que derrière ça va relever une blessure parce qu'en fait j'ai un manque que j'essaye de combler à l'extérieur, ou est-ce que c'est vraiment une relation que j'ai envie d'aller découvrir dans mon chemin de vie et que et que c'est pas voilà c'est pas un besoin, je serais heureux même si j'ai pas mon chien, mais c'est vrai que ça va m'apporter une expérience de vie et quelque chose en plus que j'ai envie d'aller expérimenter. Euh, donc faut aller en fait chaque personne aura sa réponse et c'est d'aller voir l'authenticité de cette réponse. Et c'est tout à fait ok de vouloir un chien pour justement avoir une relation avec un animal affective où on va partager des bons moments, etc. Et c'est très chouette, comme avoir un ami quelque part, un ami canin. Mais ça doit pas être parce que bah en fait on n'est pas heureux si on l'a pas. Vous voyez, le bonheur il vient pas en fait de la relation avec son chien, il vient de nous. Et c'est parce qu'on a trouvé cet équilibre qu'on va pouvoir y aller. Et après, j'ai envie de dire aussi, les chiens qu'on adopte, ils sont souvent là pour une raison. Et c'est vrai qu'on voit dans les gens que je suis, ils vont avoir des chiens qui vont aller les challenger dans quelque chose qu'ils ont besoin d'être challengés. Ils ont besoin d'aller voir ce truc-là. Par exemple, des chiens qui vont être très indépendants, ils vont se dire, bah moi je voulais un chien pour avoir des câlins, puis je suis tombée sur le chien très indépendant. Bah quelque part, ça met en miroir aussi le fait que ben peut-être que ça va t'aider à aller voir ça aussi. Donc et voilà, dans plein d'autres aspects. Mais le plus important, c'est même si on n'est pas trop sûr, etc., c'est vraiment d'aller se questionner sur le pourquoi, pour pas en fait adopter un chien qui ne répondra pas à nos attentes. Par exemple, on veut pouvoir aller se promener en forêt et lâcher son chien, c'est vraiment quelque chose d'important de pas qu'il soit pas tout le temps en laisse, etc. Bah éviter les chiens de chasse quoi, qui vont avoir des instincts de prédation et en fait ça va être clivant. Le maître va vouloir lâcher son chien, mais il pourra pas et ça crée des tensions. Et ça, c'est des questions qu'on doit se poser avant, de façon très formelle. C'est quel comportement je veux que mon chien ait ou n'ait pas, notamment au niveau des instincts. Parce que tout ce qui est instinctif, c'est pas possible d'aller le supprimer. Donc si on a des attentes et qu'on adopte un chien où les instincts vont aller contre ces attentes, là, ça devient compliqué, quoi, parce qu'on peut pas aller changer ça. Et ça, c'est important de pas se fier juste au physique du chien parce qu'il est beau, parce qu'on a une idée derrière, de pas Parce se qu'il est fier à la non plus à mode. des idées, ouais, voilà, ou même on voit un film, il y a tel chien où le malinois il écoute bien, mais le malinois il écoute bien, mais il y a des heures de travail derrière, donc ça peut être vite une bombe à retardement aussi. Donc de vraiment bien se renseigner avant même d'aller sonder. Alors on peut déjà aller sonder pourquoi je veux un chien, mais après c'est de poser sur la table et de regarder, de dire ok, moi mes attentes, ma vie idéale avec mon chien, ce serait ça quelle race de chien ou quel individu va vraiment correspondre. Même je peux aller en refuge pour adopter. Et ça, c'est vraiment le critère parce que c'est dramatique de se retrouver avec des gens où il y a une erreur de casting, quoi. Où des fois, on m'a même proposé un placement, en fait, parce que la personne physiquement peut pas tenir son chien, une personne âgée qui a un malinois, c'est pas possible. Elle va pas y arriver. Le chien est trop en explosivité, etc. Donc, c'est aussi toutes ces questions-là, en plus d'aller sonder émotionnellement, c'est aussi toutes ces questions pratiques, mais qu'il faut vraiment regarder en face avant de prendre n'importe quelle décision. Et les éducateurs sont des fois amenés à pouvoir accompagner les gens avant l'adoption pour justement aller fouiller tout ça. La partie émotionnelle, la partie choix du chien, la race, où on va adopter, quel individu on va choisir. Euh, Financièrement, est-ce qu'on a les moyens d'avoir un chien sur les années qui vont venir? Il y a plein d'aspects. Et c'est vrai qu'un éducateur peut être le bon interlocuteur si on est dans cette phase pré-adoption pour se renseigner, ouais. Ok, mais tu vois, moi je pensais qu'un éducateur n'arrivait que qu'après l'adoption, enfin qu'il fallait le chien pour la partie éducation, qu'il n'y avait pas toute cette partie préparation des parents, enfin je sais pas, des maîtres plus que des Mhm, parents. ouais, Si on dit si, parents, si. on remet la notion de bébé dans le chien, mais Mais en de soi, je suis pas l'enfant. contre hein, l'idée du parent. Le tout, c'est que on est parent d'un chien qui n'est pas un bébé humain et d'avoir, Hmm, en fait, de traiter le chien comme un chien avec vraiment toute la bienveillance que c'est. Parce qu'il y a une expression, voilà, tu me traites comme un chien qui est très oui. péjoratif, donc c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment de découvrir qu'est-ce qu'un chien vraiment et d'aller dans cette relation-là en tant que personne consciente qu'on a un chien. Et là, c'est très bien. Ok, ok.
Et donc, tu reviens du Canada avec tout Mm. ce savoir que depuis tu as creusé et tout ça. Mhm. Comment tu, comment arrive ensuite la partie où tu décides de former les futurs éducateurs et éducatrices canins? Ouais, alors moi j'ai vraiment eu dans mes formations que j'avais réalisées au préalable, j'avais toujours eu en fait des petits, pas des petites rancœurs, mais des choses où je m'étais dit bah moi ça me convient pas en tant que stagiaire d'avoir un formateur qui est comme si ou de pas avoir ça dans ma formation, etc. Et donc c'est vrai qu'en revenant du Canada où j'ai découvert l'éducation positive, alors ça a été toute une transition parce que en toute honnêteté la première fois qu'on m'a parlé d'éducation positive j'ai pas trop accroché parce que j'ai dû faire un travail sur moi de me dire bah les conseils que j'ai donnés ils étaient pas forcément bons et je Hmm. dois aller donc il y a eu mon ego voilà au début qui a été un petit peu challengé. Puis une fois que tout ce travail il a été fait, je me suis regardée, je me suis dit en fait, il faut que je forme des gens parce que à ce moment-là en France, il y avait très peu de formation et il y avait peu d'approches globales, on va dire. Donc c'était aussi un besoin au niveau de la société à ce moment-là de rentrer dans le système de la formation. Et puis je me suis dit, je veux former des gens comme moi j'aurais voulu être formée. Donc tout mon programme de formation, il a été conçu à partir de cette idée-là qui a été de me dire je veux pas forcément réfléchir à question de rentabilité ou quoi auquel, je veux vraiment que les gens ils arrivent et ils repartent et il s'est passé quelque chose quoi, ils repartent avec une vraie connaissance du métier. Donc j'ai pensé la formation comme ça. Donc le fait qu'en formation les gens ont des rendez-vous avec des vrais gens, des vrais maîtres, il y a des rendez-vous clients à la fin de la formation, c'est des petits groupes, il y a tout un tas de d'actions qui sont menées dans la formation avec ce but qui est qu'à la fin, on veut qu'ils aient vraiment appris un métier. Donc c'était vraiment ce qui m'a porté à ce moment-là, c'est de créer une formation dans cette dynamique-là. Et donc ça s'est lancé comme ça, de façon très naturelle. Voilà, j'ai créé le programme, j'ai créé le contenu, puis j'ai lancé en fait tout simplement. Puis ça a pris. Et puis la Trop bien. formation continue d'évoluer hein, toujours, mais l'idée de départ elle est toujours inchangée. Vraiment le but c'est de former des gens en prenant en compte que j'ai des humains qui viennent X semaines, qui arrêtent leur vie, et qui partent de chez eux. Là on a des stagiaires qui viennent de toute la France, donc c'est vraiment pour moi une responsabilité de les recevoir et de me dire ben voilà ils attendent après moi quelque chose, il faut que je donne tout pour que ça fonctionne. Et c'est très stressant. Enfin, c'est pas stressant en fait, c'est très challengeant et ça me porte en fait. Je me dis vraiment à chaque session qui arrive, faut qu'ils repartent, il faut qu'ils aient récupéré quelque chose à la fin, quoi. Ah oui. Et tu vois, tu dis que d'un côté, tu veux pas non plus te poser trop la question de la partie rentabilité. Tu as aussi la casquette chef d'entreprise où tu es obligé de... Ouais, Enfin, tu peux pas vendre un truc à 100 euros si jamais ça te prend bien trois sûr. semaines de coaching perso. Ouais. Mais comment comment t'as construit, tu vois, le programme? Tu te dis par exemple, il faut qu'à la fin, il soit en mesure de, en gros, de gérer un rendez-vous client seul, de trouver des clients, de faire une éducation et tout. Comment tu fais en sorte qu'ils acquièrent ces compétences? Tu vois, comment tu décides, bah, je vais Mm. les placer Mm. sur un rendez-vous client ou, et pourquoi pas cinq? Tu vois, comment t'as construit ton programme pédagogique, Mm. toi? C'est vraiment un équilibre entre le temps que j'ai à disposition et ce que je fais de ce temps-là. Parce que mes formations sont quand même assez courtes, hein, c'est un mois et demi la plupart du temps. Donc on n'est pas sur des formations qui durent un an ou plusieurs 9 mois, etc. Donc c'est quand même court. Et c'est court parce qu'aussi les gens ne peuvent pas partir de chez eux pendant 9 mois. Donc il y a aussi cette idée que moi, mon profil de personnes que je reçois en formation, c'est souvent donc des adultes, des gens en reconversion professionnelle et donc des profils qui vont avoir une vie en fait et qui peuvent pas pendant un an mettre de côté cette vie. Donc ça c'est un peu la difficulté et donc le fait que ce soit court, ça m'a forcé à réfléchir à un programme qui soit utile. Il n'y a pas de superflu. Tout ce qui est en formation a un but, a une fonction et tout est réfléchi pour que ce soit progressif. Donc entre le début de la formation et la fin, il y a plein de cases en fait qui sont débloquées petit à petit par l'apprenant pour qu'en fin de formation, il puisse se retrouver face à un vrai client et qu'il ait toutes les compétences pour savoir gérer cette leçon-là. Donc ça a été vraiment quelque chose qui s'est fait progressivement. Et puis je pense que moi, c'est vraiment une passion, la transmission. J'adore ça. J'aime vraiment ça, être dans le rôle de la formatrice et réfléchir à des programmes, etc. Donc c'est vrai que vu que j'aime ça, ça me dérange pas d'y passer du temps, j'y réfléchis, c'est facile pour moi parce que je pense que ça fait partie de mes qualités. Je suis convaincue que quand on va vers ces qualités, ben en fait, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, si je suis pas forcément très forte sur la compta, ben j'ai un très bon comptable du coup, parce que c'est pas mes qualités, donc je vais pas y passer. Moi, je vais devoir y passer du temps et du temps, puis ce sera pas parfait.
parce que c'est pas ce qui m'anime en fait humainement, alors que ben au cabinet comptable, ils adorent ça et ça leur va très bien de faire ça et c'est très cool. Donc c'est vraiment aussi de me dire, je pense très sans, enfin sans vouloir me mettre en avant quoi, mais je pense vraiment que j'aime la formation, que j'aime ce truc-là, et donc ça s'est fait facilement quelque part parce que j'ai eu la logique. C'est quelque chose qui est facile pour moi. Même si après, ça veut pas dire qu'en 3 secondes j'ai monté le programme. Hein, ça a été du travail, ça a été du temps, de l'ajustement, etc. Mais j'aime ça. Donc forcément, j'y pense avec plaisir et je me forme aussi là-dessus avec plaisir, vu que c'est des choses qui me plaisent d'apprendre. J'aime apprendre sur ça aussi, donc c'est cool de le, c'est une compétence que j'ai et que j'exploite en tant que en tant que compétence personnelle, ouais. Trop bien. Et alors, à partir de quel moment t'as commencé à créer du contenu sur le web? J'ai vu YouTube, Mhm. par exemple, les premières vidéos, c'était il y a 9 ans. Au niveau de Ouais. ton Mm. parcours, toi, il y a 9 ans, t'avais Mm. déjà cette formation pour les formateurs, ou à l'époque, tu ne Ouais. faisais que la partie toi-même, Non, la non, prestation de service, comment t'es ouais. arrivé Alors là-dedans? la formation, elle date de 2012, donc ma chaîne YouTube a été créée Ok. après. Alors ça s'est fait qu'en fait, donc j'ai toujours eu, je faisais de l'éduc, je faisais la formation, donc j'avais vraiment ces deux casquettes. Hein, même encore aujourd'hui, je continue d'avoir quelques suivis d'éducation. Hein, je reste, garde un pied dans le métier, je trouve que c'est important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors j'ai eu mon premier enfant en 2014, et en fait, j'avais créé à ce moment-là un blog. Je sais plus pourquoi j'avais créé le blog, mais j'avais créé un blog. Mais alors, c'était vraiment un tout petit truc. J'avais, je crois, mais vraiment 20 visiteurs par mois. Enfin, c'était vraiment microscopique. Et puis, je sais pas par quel hasard, il y a quelqu'un de Royal Canin, donc du groupe Royal Canin, qui tombe sur mon blog. Je sais pas comment c'est possible, Wow. et qui m'écrit et qui me dit, voilà, on organise une course de chiens de traîneau en Savoie et on voudrait vous inviter en échange d'un article sur votre blog. Moi, je me dis, c'est pas possible, impossible c'est impossible. Vraiment, c'est la toute première fois que ce genre de truc m'arrivait. Et puis, mon fils était pas très vieux, il devait avoir 1 an et demi, tout. C'était un peu challengeant, je me dis, est-ce que j'y vais? Puis c'est bizarre, ils vont me demander les statistiques de mon blog, ils vont me désinviter, c'est pas possible. Enfin bref. Donc j'ai hésité longuement. Et puis je sais pas, vu que quand même les chiens de traîneau c'était ma passion, quand même, je me suis dit bon allez, j'y vais quoi. Donc je pars couvrir médiatiquement avec mon blog tout petit cet événement. Donc et puis c'est quand même ils font les choses bien, ils nous payent le trajet, ils nous logent. Enfin c'est tout un voyage comme ça. Donc vraiment voilà c'était vraiment fou. Puis c'était la première fois que ça m'arrivait, quoi. Et donc je me pointe là-bas. Et en fait, là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer plein de journalistes, plein de personnes importantes, en fait, qui m'ont après beaucoup aidé dans ma société. Mais je suis arrivée vraiment là-bas sans savoir où je mettais les pieds. Hein. La petite anecdote, c'est que il y a un moment comme ça, je vois quelqu'un qui me dit alors comment ça se passe. Je me dis oh, bah très très bien. Et puis je lui dis alors vous êtes quoi bénévole sur la course? Et il me fait non non je suis le DG de Royal Canin, c'était le directeur général de Royal Canin. Et donc celui qui m'invitait, puis moi je savais pas que c'était lui quoi tellement j'étais complètement à côté de la plaque. Et puis je pense que ça lui a fait rire parce que le soir il m'a invité à manger à sa table et en fait la petite histoire c'est que pendant ce repas avec cette personne, puis d'autres personnes dans le repas, j'ai eu toutes les idées de développement de nature de chien. Mais je les ai eues instant pendant le repas, mais en faisant comme si c'était prévu depuis super longtemps. Tu vois, dans la présentation que je faisais, c'était vraiment comme si j'avais tout mon business plan, que j'avais tout prévu, que j'avais tout réfléchi. Et donc, enfin, c'était lunaire. Et quand je suis rentrée dans ma chambre le soir après le repas, je me suis dit, mais en fait, toutes les idées que je viens d'avoir un peu instant, je pourrais tellement le réaliser, quoi. Et donc ça a été comme ça que tout le développement après de Nature de Chien, ça a été la base. Donc, comme quoi, des fois, hein, il faut pas trop. Enfin, c'est vraiment la vie, ça a été le hasard comme ça. Et donc, bah, pendant tout ça, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a énormément appris en web marketing, qui est un ami, vraiment quelqu'un qui a été hyper important pour moi. J'ai rencontré les cofondateurs du site Wamiz, avec qui on a beaucoup travaillé ensuite. Voilà, enfin, j'ai rencontré plein d'acteurs. Et donc, quand je suis revenue de ce voyage, c'est là que toutes les idées se sont mises en place, que la chaîne YouTube a été créée, que j'ai développé enfin le blog, mais correctement, que j'ai créé des liens, voilà, que j'ai eu du réseau aussi à ce moment-là, et ça m'a permis d'être après dans cette dynamique. Mais c'est parti de là. Et pour la petite histoire, je continue bien sûr d'être en relation avec Royal Canin, même encore, même après toutes ces années. Et donc, il y a un moment où je leur ai avoué que il m'avait invité sur ces bases-là, donc ça a été très drôle. Mais bon, c'est pas rédhibitoire, on continue de travailler ensemble et ça se passe très bien. Mais Ouf, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc c'est parti de cette énergie-là au départ, ouais. c'est fou. Comme quoi, Ouais, des fois, tu vois, il y a des coups de bol, enfin des moments improbables de la ah, vie qui déclenchent plein de choses. totalement.
Mais moi, j'en suis convaincue. C'est vraiment, je pense il faut amener les choses il faut être dans cette énergie-là, mais il faut saisir à un moment donné, quoi. Il faut lâcher. Moi, vraiment, pendant ce repas où j'avais toutes ces idées, si j'avais eu peur, ben, j'aurais jamais fait ça, en fait. Donc, il y a un moment aussi là, je pense que la peur est l'ennemi de l'entrepreneur, quoi. Hmm. C'est d'avoir une peur, voilà, de pas non plus se dire, voilà, je saute et puis je fais pas gaffe, mais faut réfléchir quand même. Mais il y a un moment où faut être dans la joie, quoi. Faut être dans l'envie d'y aller. Faut être dans ce truc-là parce que sinon, on s'auto-saborde. Et vu qu'il y a personne qui nous porte en tant qu'entrepreneur, on est notre propre moteur. Il faut être bien avec ça là-dessus parce que sinon, je n'y aurais jamais été et puis j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait après, quoi. Complètement, complètement. J'avais vu une fois, bon, c'était il y a 5 ou 10 ans, mais un TED Talk sur... C'était une nana américaine, j'ai complètement oublié son nom, mais en gros, le titre, c'est un peu qu'il faut... Comment provoquer sa chance, tu vois. Et elle te dit comment... Alors oui, la chance, c'est de la chance, enfin, tu le contrôles pas, mais tu peux te mettre dans des situations où tu provoques des coups de bol, tu vois. Et typiquement, t'as eu un coup de bol, enfin, t'as provoqué un premier coup de bol en créant un site et en te mettant visible. Bon, pas très visible à 20 visites par mois, mais quand même assez visible pour Royal Canin. Ensuite, tu as Mm. sauté un peu dans l'inconnu en disant, bah vas-y, tu sais quoi, j'y vais. Et tu te mets dans une situation de coup de bol, de rencontrer des gens qui peuvent vraiment t'aider ton projet après. Et je pense vraiment qu'il y a ce truc où on peut provoquer sa chance. Tu vas se mettre dans des situations où on a plus de chances d'avoir de la chance que si Exactement. tu restes chez Et toi. je pense aussi que si tu fais quelque chose, tu vois, moi, ma société, elle a beaucoup évolué, puis elle continue d'évoluer. Mais à chaque fois que j'ai voulu prendre un chemin, une transition, alors il y a eu un moment dans ma société où j'ai été associée, après je me suis désassociée, ça a été des grands chamboulements, enfin, il y a eu Wow. plein d'aventures comme ça. Et en fait, tout ça, aujourd'hui, si je regarde en arrière, je me dis, en fait, toutes les erreurs que j'ai faites, qui sont des erreurs qui m'ont permis d'apprendre et d'être là où j'en suis, hein, donc je relativise la notion de l'erreur, pour moi, elles sont importantes, mais elles ont été là parce que j'ai pas écouté quelque part cette espèce d'intuition. Il y a des choses en fait, dès l'instant où j'ai pris une décision qui est un peu liée, parce qu'il y a d'autres gens qui veulent prendre cette décision, quoi, que tu vois que ça vient pas complètement de moi, bah des fois ça foire plus facilement. Et donc, pour moi, un truc qui est hyper important, c'est quand je prends une décision, c'est de me dire, ok, moi, il faut vraiment que ça parte de moi, tu vois, que je sois convaincue que c'est le chemin que je dois prendre. Et en fait, à chaque fois que j'ai pris une décision en étant hyper alignée avec moi-même, je te jure, tout s'est débloqué, quoi. J'ai rencontré des gens, tu vois, là, dernièrement, ça me l'a refait parce que j'ai vraiment pris la décision de me former sur la gestion émotionnelle de l'humain, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est pas anodin, quoi. Et donc, je me suis dit, ok, là, c'est bon, je franchis le cap, tu vois, je tâtonnais un peu pendant toutes ces années, mais là, je me suis dit, non, je veux vraiment intégrer ça dans mon cursus. Et je prends la décision. Je contacte une ancienne stagiaire à moi qui est thérapeute humain, enfin voilà, pour commencer à réfléchir à ça ensemble et tout. Donc on a créé la première retraite avec son chien avec elle. Donc là, tout ça, c'est vraiment de ma décision. Mais une semaine après que je prenne cette décision, sur Instagram, j'ai une fille qui me contacte. Et j'en parle pas sur les réseaux à ce moment-là, tu vois, c'est vraiment une idée dans ma tête, où je me dis juste, oui, je le fais, mais voilà, comment, quand, machin, je sais pas encore, mais par contre, je sais que je vais là-dedans, quoi. Donc, y a rien qui est visible sur mes réseaux ou quoi qui me font dire que je parte là-dedans. Et donc une semaine après, la fille me contacte et en fait, elle me propose de me former sur une formation qui apprend à l'humain à se gérer émotionnellement avec le chien. Là, je me dis, mais what the fuck, c'est fou. Donc au début, je me dis, c'est pas possible, c'est une pub, tu vois, c'est une fille qui me vend un truc. Enfin, tu vois, sur Instagram, on reçoit quand même beaucoup de messages comme ça, tu vois. Donc je me dis, bon, c'est quand même assez fou pour que je réponde, mais je reste un peu sur la réserve en me disant, il y a peut-être arnaque, tu vois, il y a peut-être un truc derrière. Donc je lui réponds, je dis, bah écoute, on peut s'appeler si tu veux. Et puis en fait, maintenant, c'est une fille qui est en plein développement elle est hollandaise, elle développe en France et elle veut trouver, enfin, en gros, elle cherchait une personne pour former les gens sur la formation des coachs en cani émotion. Donc elle a vu mon profil, ça l'a interpellée, puis elle m'a contactée. Et donc j'ai dit bah banco, allons-y. Puis là, j'ai fait sa formation, je l'ai finie à la fin du mois là. C'est une formation sur plusieurs mois et qui me permet après de pouvoir former les gens là-dedans. Tu vois, donc c'est fou. Et tu vois, c'est des choses où je me dis ben c'est pas anodin. Tu vois, si vraiment tu vas dans le bon chemin, tu l'as vraiment décidé, tu y vas vraiment, les portes elles s'ouvrent. Alors que presque quelque part quand ça bloque, tu vois, il y a peut-être encore des choses qu'il faut que tu ailles. C'est peut-être un ajustement. Tu vois, la vie elle te dit peut-être ça ne marche pas parce que c'est pas là que tu dois aller. Tu vois. Alors c'est un peu Hmm. spirituel, mais je suis convaincue en tout cas moi dans mon expérience, je l'ai beaucoup vécu au fil des années. Donc je me dis c'est trop présent dans ma vie pour que je puisse l'ignorer quand même. Ouais. Ouais, ouais, non mais Mm. en même temps que tu le disais, tu vois, j'essayais de réfléchir à des moments où ça me l'avait fait. Et, Ouais.
Et moi, je le remarque beaucoup avec ce podcast. Bon, en plus, le podcast, là, me permet... Moi, c'est un truc que j'adore faire. Là, échanger avec des gens comme toi, des gens de plein de secteurs, mais qui se rejoignent via l'entrepreneuriat web. T'imagines pas le nombre de portes que ça m'a ouvertes, ce truc. Ouais. Et je fais pas ça depuis longtemps, tu vois. En un an, j'ai fait une cinquantaine d'interviews. Incroyable. Et j'adore faire ça. Ça me débloque plein de trucs. Franchement, c'est tout bénef. Ouais. Et puis vu Donc, que t'aimes voilà. ça, en fait, forcément, tu vas y penser, tu vas mettre l'énergie dedans, et donc en fait, Mm. ça va s'ouvrir facilement. Alors, et donc c'est pour ça que pour moi, le fait d'aimer ce qu'on fait, c'est la clé de l'entrepreneuriat. Ça veut pas dire qu'on aime tout ce qu'on fait, parce qu'attention, tout n'est pas magnifique, hein, il y a des coups Ouais. durs, il y a des problèmes, il y a des choses, mais vu Il y a qu'on la est vraiment compta. porté par, ouais, mais non, puis c'est vrai que moi, quotidiennement, tous les jours, j'ai un truc à gérer qui fonctionne pas comme ça devrait, tu vois, ça fait partie du jeu. Mais vu qu'on aime ce qu'on fait, c'est plus facile d'aller gérer le problème, tu vois, c'est pas... Alors que quand tu Ouais. fais quelque chose et que t'aimes pas ça, le moindre petit caillou dans la machine, t'as l'impression que c'est un rocher. Donc c'est aussi le poids de l'épreuve, il n'est pas porté pareil en fonction que tu aimes, que tu vas vers un truc qui te plaît, qui t'anime vraiment ou pas. Et c'est pour moi un peu ce truc, c'est que je peux avoir une charge de travail importante parce que c'est animé par le fait que j'aime ça. Donc je pense que ça fait aussi qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent, Ouais. c'est que j'y prends du temps et que ça me plaît. Ok. Ok. Et alors, si on zoome un peu sur la partie création de contenu maintenant, donc Ouais. c'était il y a 9 ans, le but de ce que je comprends, c'est que vu que c'est arrivé après le lancement de ta formation pour les éducateurs, le but de ta création de contenu, ça a été quoi? Ça a été d'attirer, pardon, des gens qui voulaient se Mm. reconvertir dans l'éducation ou tous les gens qui traînent de près ou de loin dans l'univers du chien. Comment Alors, t'as géré le truc? il y a eu plusieurs leviers. La première chose, la chose qui m'a animée, c'est que j'en avais marre à ce moment-là. Donc, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, il y avait beaucoup, dans le milieu du chien, beaucoup de guerres entre l'éducation positive, l'éducation coercitive. Ça se tirait dans les pattes partout sur les réseaux sociaux, etc. Et moi, j'étais convaincue que l'éducation positive, c'était la clé. Et donc, je voulais promouvoir ce système éducatif. Je voulais que plus de gens possible comprennent ce que c'était, sans rentrer dans des clivages où j'allais critiquer des gens sur Internet. Tu vois, j'ai jamais été là-dedans. Et donc je m'étais dit, bah en fait ma façon de mettre de mettre ma pierre à l'édifice, c'est de diffuser autour de cette façon de travailler et de diffuser le plus possible. Donc là, c'était vraiment un peu ce qui m'animait au niveau un peu philosophique, c'était ça. C'était je veux parler de ce qu'est l'éducation positive et en parler au plus de monde possible. Après, d'un point de vue entrepreneuriat, ce qui m'animait, c'est que j'avais compris à ce moment-là que si je voulais toucher des gens, il fallait d'abord que je touche le plus de gens possible, pas forcément toucher les gens qui veulent se reconvertir. Donc je voulais rayonner auprès de toutes les personnes qui avaient un chien quelque part. Donc le plus facile pour ça, c'est d'aller donner des solutions. Quand tu as un problème avec ton chien, bah, je te donne une solution. Donc la chaîne YouTube, au début, elle a été créée comme ça, où je donnais des conseils, des astuces éducatifs, etc. Et c'est un peu le principe de la pyramide, tu vois, c'est vraiment tu donnes gratuitement au plus de monde possible. De là, bah, tu as des gens qui vont être inspirés par ce que tu fais, ce qui t'est, ta société, donc ils vont aller s'engager sur d'autres contenus chez toi. Et puis bah, éventuellement, après, en dernier level, ils viendront se faire former. Et donc ça a été pour moi aussi un bon accélérateur pour la formation. Ce qui fait qu'entre la quantité de personnes qui regardaient mon contenu et le nombre de personnes qui venaient se faire former, il y en avait beaucoup moins, mais c'est logique. Mais par contre, ça m'a permis d'augmenter quand même cette visibilité en général. Et donc, ça m'a permis de pouvoir faire après aussi des débats, de faire d'autres actions, qui m'a ouvert des portes. J'ai pu écrire des livres grâce à ça. Donc tout ça a été dans le sens d'étendre en fait nos connaissances et de permettre aux gens de comprendre ce qu'était l'éducation et en même temps de savoir qui on était et de potentiellement venir chez nous. Mais à ce moment-là, je ne vendais rien sur le web. J'avais vraiment la partie contenu gratuit sur le web et après il fallait venir en physique si on voulait aller plus loin. Après, j'ai lancé les formations en ligne, j'ai lancé d'autres produits, mais ça s'est fait en second temps. C'était pas une stratégie de départ en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Ok. plupart des gens créent du contenu pour vendre un contenu digital. Moi, je l'ai pas fait comme ça. J'ai créé du contenu et puis les gens venaient après en physique me rencontrer. Et j'ai eu après la partie digitale qui est arrivée au moment du Covid en fait, hein, comme beaucoup d'entreprises. On avait que ça à faire, donc on a créé des formations en ligne. Et et puis voilà, c'est resté bien sûr. Mais euh, mais c'est vrai que cette partie digitale, bah, il y a 10 ans, c'était moins exploré que ce que c'est aujourd'hui quand même, hein. Oui, 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 complètement. Ouais. Et donc j'ai vu Alors au moment où j'ai fait mes petites notes, il y avait 541 vidéos. En 9 ans, ça fait plus de une par semaine. Mhm. Comment tu trouves toutes tes idées? Parce qu'au bout d'un moment, enfin, Ouais. j'imagine qu'en 540 vidéos, t'as largement
dit beaucoup de choses sur l'éducation positive, tu Ouais. vois. C'est clair. Bah, ça, c'est pas évident, en fait, je pense que ça va avec le fait de continuer d'évoluer personnellement. Parce que si on reste au même niveau, on a tout dit. Alors que si on évolue, on se forme, on va voir, tu vois, on se développe sur des chemins, bah, automatiquement, on apprend des nouvelles choses qu'on peut aller, diffuser. Et après, il y a une question aussi de motivation. Là, tu vois, la chaîne YouTube, j'ai fait une petite pause ces derniers temps, parce que là, vu que je suis dans le processus où moi, je suis en train d'apprendre, je suis en train d'assimiler, je suis pas encore dans le processus où je peux encore trop aller le montrer. Donc c'est aussi des temps dans la vie, tu vois, où il y a des moments où tu as l'énergie pour aller diffuser ta connaissance et des moments où tu es en train de la nourrir un peu plus. Donc donc là, voilà, c'est des transitions, il faut s'écouter parce que c'est pareil, YouTube, c'est beaucoup de travail entre tourner, monter, prévoir. Enfin, c'est vraiment une partie à part entière. Et donc pour moi, quand je commence à quand je repars sur YouTube, c'est parce que j'ai vraiment un truc à dire. J'ai vraiment quelque chose, j'ai vraiment un axe à aller explorer. Et du coup, et donc c'est pour ça que j'arrive à toujours trouver des idées. C'est que c'est en lien aussi avec moi, mes connaissances qui continuent d'évoluer heureusement. Tu vois, si je travaillais comme je travaille il y a 10 ans encore, c'est clair que j'aurais fait le tour depuis longtemps. Alors vu que là je continue d'apprendre, j'ai encore des choses à dire. Ok. Et comment tu les produis, tes vidéos? Dans le sens où, est-ce que c'est Mm, quand tu te dis, tiens, là, ça y est, j'ai assez ingurgité d'infos, j'ai assez mûri à ouais. l'intérieur, j'ai un truc à dire, tu dis, bah, aujourd'hui et demain, je fais cette vidéo, tu vois? Ou alors tu te dis, tiens, j'ai 10 sujets là avec tout ce que j'ai appris le mois dernier, je les tourne les 10 et après tu les postes petit à petit. Mm. Comment tu Alors fais il n'y a ça? pas de règle, ça dépend du temps que j'ai aussi, parce que vu que je gère les formations, quand je suis en période de formation, j'ai quasiment le temps pour rien d'autre. Quand c'est entre deux sessions, déjà, c'est là où c'est un temps aussi pour créer ce genre de choses. Donc ça dépend. Mais déjà, ce qui est important, c'est que moi, tout est fait en interne. C'est-à-dire que j'ai une personne qui gère le montage en interne. Enfin voilà, j'ai vraiment réussi à créer cet écosystème-là dans la société pour être complètement indépendant. C'est-à-dire qu'on a le matériel, on tourne, on monte, on poste, etc. Voilà, tout est internalisé. Donc ça c'est cool parce que ça fait que quand on est en phase, bon là on tourne, bon bah on n'a pas besoin de booker quelqu'un à l'extérieur ou quoi, c'est vraiment tout se fait ici. Alors après j'essaye, c'est vrai que ça j'ai dû gagner en autonomie parce que j'étais pas très forte là-dessus. Le fait de créer des scripts, de prévoir, de planifier, machin, c'est vrai que ça c'est des choses où je perdais beaucoup de temps parce que j'étais pas organisée, donc j'ai appris. Et aujourd'hui, le process c'est vraiment ça, c'est que je vais aller créer mon contenu en avance. Donc tu vois, j'ai Ouais. souvent un petit doc où je vais créer mes idées, tu vois, un peu en vrac. Donc comme ça en formation j'ai une idée, tac, je le note et puis j'y reviens plus tard. Et une fois que je me pose, je me dis bon allez là, qu'est-ce que je fais? Je reprends un peu ce truc-là et j'organise mes idées, je vois sur quoi je peux partir, etc. Donc je me fixe pas un nombre de vidéos, mais je vois ce qui ressort. Je me dis bah là il y a de quoi faire 3 vidéos, là il y a de quoi faire une vidéo, là il y a de quoi faire 10 vidéos, j'adapte. Et ensuite on part, bah, on prévoit le tournage et puis on tourne s'il y a besoin de gens. Des fois tu vois j'ai besoin d'avoir des chiens, j'ai besoin d'avoir ça j'adapte. Et puis une fois que c'est tourné, bah après ça part, c'est le monteur et puis on a un planning qui est prévu quoi. J'essaye aussi aujourd'hui le plus de faire du contenu, qu'un contenu me serve à plusieurs choses. Donc par exemple, si je tourne une vidéo, je vais essayer d'en créer un podcast ou on va essayer d'en créer des réels ou des shorts. Voilà, j'essaye d'optimiser aussi pour pas avoir à multiplier les tournages. Mais ça, ouais, c'est un vrai travail. C'est pour ça qu'il faut que je prévoie avant. Si j'y vais à l'arrache, Ouais. ça le fait pas. Donc le fait de prévoir, d'avoir ce temps un peu où j'organise tout, ça m'aide à, une fois qu'on tourne, à être beaucoup plus optimisé, ouais. Ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que, alors moi, quand je fais des vidéos, tu vois, c'est souvent moi qui parle seul face caméra ou c'est des captures d'écran vidéo, des trucs comme ça. Et j'ai tendance à oublier que pour d'autres, par exemple toi, tourner une vidéo, si tu dois montrer quelque chose avec le chien et tout, enfin, le, le, le bazar que c'est, enfin, pas le bazar, mais Non, le non, mais oui. travail que c'est, tu vois, Oui, de oui. penser au Ouais. plan de, bah, il faut que le chien il soit coopératif, faut qu'il fasse Mm. beau, faut que, tu vois, c'est toute une autre logistique que Ouais. j'oublie en fait. Et j'en parlais un peu avec, j'ai fait une interview avec Docteur Peinture, je sais pas si tu vois qui c'est. Il fait des vidéos autour de la peinture, en gros sur YouTube. Et lui, pareil, tu vois, c'est de temps en temps, c'est des vidéos sur des chantiers, c'est comment il cadre, vérifier qu'il peut bien montrer si c'est des chantiers de chez des clients, que bah, en fait, c'est les maisons des clients qui se retrouvent sur YouTube, et, enfin, voir comment il gère ça. Et en fait, c'est toute une problématique auquel
je suis pas du tout Mm. habitué, quoi. Et c'est vrai que je me dis, oh, qu'est-ce que j'aurais la flemme. Donc vraiment chapeau. Après, je fais aussi des vidéos face caméra quand, tu vois, il pleut ou il y a un sujet qui ne nécessite pas d'avoir de chien. Mais on peut pas rester que sur du face cam dans mon domaine. Il faut Ouais. forcément qu'il y ait du chien, qu'on soit dans le métier. J'alterne, mais c'est vrai que je me rends compte quand je fais des face cam que c'est quand même nettement plus facile. Parce Ah que ouais. j'ai juste moi à me préparer, à mettre mes lumières et puis ça tourne quoi. Même si j'ai souvent mon chien dans le cadre qui dort à côté ou quoi, mais il fait ce qu'il veut donc en soi j'ai pas besoin de me prendre trop la tête. Mais non non c'est vrai que c'est du taf. Même pour les plans c'est mieux d'avoir deux caméras. Enfin tu vois il y a plein de choses où Oh, où ça demande du travail. Mais après moi j'aime bien. Je trouve que mais bon j'aime bien mais il y a du travail derrière ouais c'est sûr. ouais. Ouais. Oh là là. Et alors, je suis allé espionner aussi un peu ton blog parce que Hmm. depuis le blog à 20 visiteurs mensuels, t'as Ah quand oui même là on bien a beaucoup. grossi. Oui oui. Ouais ouais. On était plus, ça se compte en dizaines de mille. Enfin, ça. Alors, moi, mon logiciel me dit que t'as passé les 10 000, que ça a fait un peu un U là sur les 2 dernières années. Mhm. C'est-à-dire que t'avais beaucoup, que ça a un peu redescendu, que ça a un peu remonté. Ouais. On reste très haut dans tous les cas. C'est quoi ta stratégie sur la partie blogging SEO? Ouais, ouais, ouais. Alors là, c'est vraiment, c'est très concret. Donc moi, le blog, il existe depuis 2016. Depuis 2016, sauf exception, on a un article par semaine qui est posté. Waouh. Donc ça fait beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Ma stratégie au départ, quand j'ai lancé le blog, ça a été vraiment. Alors, le blog dont je te parlais pour l'époque de Royal Canin, c'est plus celui qui est là aujourd'hui. Je suis repartie sur Oui. quelque chose de tout nouveau. Cet ancien blog n'existe plus. Donc, dès l'instant où je suis partie sur le blog, c'est qu'en fait, à ce moment-là, il y avait vraiment Google priorisé au SEO le fait qu'il y ait du contenu. Donc, plus on avait du contenu, plus Google nous aimait, plus nous mettait en avant, etc. Puis la machine Google, c'est que plus t'es vu, plus t'es vu. Donc, ça a vraiment permis de lancer après nos réseaux sociaux, ce qui fait que ben ça faisait grossir la marque, etc. Donc ça a été hyper rapide, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu un gros boom entre YouTube, le blog, nos autres réseaux, Facebook, etc. Ça s'est très bien monté comme ça. Et donc, on a vraiment surfé hein, sur ce truc-là, le blog, les réseaux, avec cette stratégie de créer du contenu pour avoir un site vraiment dense avec beaucoup d'infos. Voilà. Donc ça nous a permis de gagner en SEO très fortement. Alors après, en effet, là, on a vécu une petite baisse ces derniers temps qui est en fait lié aussi à Google, parce que Google a évolué. Et aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle qui est arrivée, Google ne priorise plus la masse de contenu comme c'était au préalable. Alors ça, je l'ai appris à force de recherche, hein, parce que ça s'est pas fait comme ça. Et donc maintenant, vu que c'est facile de créer du contenu avec les IA, bah, c'est vrai que Google priorise moins ce fait que plus tu as du contenu, mieux c'est. Donc, c'est vrai que là, ce qui était notre avantage à un moment donné, bah, n'est plus vraiment devenu un avantage sur le SEO parce que la stratégie de l'algorithme a évolué avec l'évolution générale. Donc là, ça nous a forcé à déjà comprendre ça. Ça a mis du temps, tu vois, de comprendre parce que Google ne l'explique pas évidemment. Et Et non. puis après, bah, et non, voilà. Et donc ensuite, après, ça m'a permis d'aller travailler avec une agence hein, de SEO qui est très bien. Vraiment, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et qui permet bah, du coup d'aller revoir cette stratégie SEO pour être. Donc ça nous permet là aujourd'hui de remonter avec les nouvelles données. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant quand on est entrepreneur, c'est que ce qui marche une année ne marche pas l'année d'après. C'est pas de notre fait, c'est que la vie, elle évolue. L'IA a énormément changé de choses sur tout ce qui est web, donc et c'est pas fini. Donc il faut être adaptable, il faut pas paniquer, il faut comprendre les mécanismes, il faut aller actionner les nouveaux leviers parce que c'est ça la vie. Hein. Donc voilà. Et aujourd'hui on continue de poster évidemment. On continue d'avoir cette expertise sur la partie blog et c'est juste que voilà on a une stratégie qui a évolué avec la demande aujourd'hui de l'algorithme qui évolue comme je le disais. Et qu'est-ce qui a changé dans la stratégie? Parce que tu disais qu'avant, vous postiez beaucoup parce qu'il fallait en gros avoir un gros catalogue d'articles, Ouais, mais que maintenant la stratégie a changé, mais vous continuez de ouais, poster, tu me le dis et je l'ai vu. ouais, Du coup, ouais. quel élément qui a changé? Alors déjà, bon ça on l'a jamais fait, mais déjà il faut vraiment pas créer le contenu via l'IA.
parce que ça, Google le repère et c'est rédhibitoire. Donc ça, nous, clairement, on ne le fait pas, ça n'a jamais été le cas. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a permis aussi de garder ce truc-là, parce que c'est tentant, hein. Tu vois, tu as un article qui est créé en 3 minutes 30, même pas sur l'IA. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, ça a été un premier critère. On n'y avait pas été et ça a été de dire, bah clairement, on n'ira pas. Donc ça, c'était le premier point. Après, nous, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup revu le site techniquement. Parce que le site donc a beaucoup d'articles, il a plusieurs années maintenant, donc il y a au niveau technique, il y avait des choses qui devaient être optimisées. Donc ça, c'était le premier travail, ça a été au niveau technique d'aller réoptimiser les choses. Une stratégie aussi qu'on a mis en place, c'est que les articles qui datent d'il y a très longtemps, on a été les revoir. Parce que, bah, en fait, c'est vrai que des articles qui sont très vieux, le fait d'aller les revoir, ça les relance dans la machine. Donc ça a été aussi quelque chose qui nous a permis de redynamiser le contenu existant, tout en continuant de créer du contenu, mais du contenu authentique, hein, justement. Et donc ça a été vraiment d'aller voir au niveau technique, parce que il y avait des choses qui étaient à revoir, et d'aller redynamiser de l'ancien contenu. Puis après, tu vois, on a aussi réoptimisé tout le maillage interne du site, enfin, toutes les choses de base. Mais que c'est vrai que on peut avoir, qu'on continue à faire, mais là, il a vraiment fallu qu'on aille mettre les pieds dans le plat pour revaloriser en fait le site aux yeux de Google, voilà. Donc ça a été les axes principaux, ça a été d'aller nettoyer, d'aller solidifier et de garder une stratégie de contenu humaine. Voilà. Oui. Ouais, ouais, c'est vrai que pas l'appel, mais la tentation des articles par IA est très très grande. Surtout Ouais, que quand tu lis un article IA, en vrai, il est souvent tout aussi bien, voire mieux rédigé que par un humain. Enfin, il y a plein d'humains qui n'écrivent pas aussi bien que ce qu'écrit une IA, si tu la promptes bien et que tu fais bien ton boulot. Mais ouais, du coup, tu peux dire, mais à quoi ça sert? Moi, je vais passer X heures à écrire un truc qui oui, sera moins bien que ce que ça m'a coûté un mm, clic et 1,50 €. ouais, Pourquoi je me fatigue, tu vois? mm. Bah, parce qu'en fait aussi, ce qui est important, c'est que il faut penser à l'utilisateur quand il va lire ton article, il faut qu'il ait un contenu. Alors après, tu peux t'aider de l'IA pour aller corriger tes fautes ou nanana, tu vois. Oui, oui. Mais il faut que le contenu, il soit authentique, tu vois, il soit humain. Parce que sinon, tu n'apportes plus de valeur ajoutée. Tu vois, si l'IA fait mieux que toi au niveau de ton savoir, tu sais, enfin, il y a aucun intérêt. Alors que le but, c'est que quand tu vas écrire ton article, tu te dis, la personne n'aura pas cette connaissance ailleurs qu'ici. Ouais, c'est Voilà, et vrai. c'est ça qui est important. C'est de ramener en fait la fonctionnalité que le lecteur a besoin, c'est qu'il cherche, il a un problème, il cherche une solution. S'il peut la trouver sur ChatGPT, entre guillemets, tu ne sers à rien. Alors que si ton analyse, elle est visible que sur ton site, c'est là que tu vas avoir un intérêt et que Hmm. donc il y a une expertise que l'IA n'a pas en fait, typiquement. Ouais, ouais. Mais tu vois, ce que je trouve encore plus vicieux, c'est que tu fais ça, tu mets ton expertise, tu mets un peu de Oui, Chloé et moi un peu de Paul dans ouais, l'article, t'arrives bien dans ouais, Google, le suivant qui ouais, fait sa requête, ChatGPT va aller regarder les premiers articles de ouais, Google et il va te ouais, voler ton ouais. analyse. Et Ouais, ça ça, c'est je trouve fou, hein. ça vraiment Ouais. Ouais, ouais. frustrant Bah, quand moi, ça, même. je l'ai guéri en me disant que, enfin, je l'ai guéri. Oui, je l'ai guéri, entre guillemets, en me disant que, de toute façon, la connaissance, elle est là pour être donnée. Donc, en fait, tu vois, moi, mon rôle, tu vois, je me dis, c'est quand même que les gens, ils soient mieux avec leurs chiens, etc., qu'ils soient mieux avec eux-mêmes. Donc, peu importe par où ils ont le savoir, si ça les aide à aller mieux, ça va dans le sens de ce que je veux faire et ils tomberont sur moi parce que, bah, si ça les inspire, même s'ils n'ont pas compris que quelque part, l'IA a trouvé ça de chez moi, si le contenu qu'ils ont acquis, ça les inspire, le jour où ils tomberont sur moi, ça va leur parler et puis ils viendront, tu vois. C'est Donc, vrai. il y a eu, tu vois, il y a eu le même débat quand on a lancé les blogs. Les gens me disaient, oui, mais tu dois pas donner tout les éduques, hein. Ils venaient là, ils critiquaient, ils se disaient, faut pas que tu donnes ce contenu gratuitement aux gens, ils viendront plus nous voir en éducation, on va perdre du client, parce qu'on donnait des conseils sur comment apprendre la propreté, sur comment, nanana. Les éduques avaient l'impression qu'on allait leur voler leurs clients, parce qu'on donnait gratuitement des choses que eux donnaient de Ah, façon payante. Et en fait, moi, j'ai toujours été persuadée que pas du tout, qu'en fait, les gens, justement parce qu'ils trouvent l'info, parce que ça marche, c'est là qu'ils vont venir te voir parce que ça leur a plu, tu vois. Et que bah, s'ils viennent pas me voir parce qu'ils ont plus de problème de propreté à ce moment-là, ils viendront pour autre chose. Et tant mieux, parce qu'on ira plus loin dans hmm. le truc. Et rendre les gens intelligents, enfin, leur permettre d'avoir des connaissances, c'est pas ça qui fait qu'ils viendront plus nous voir, au contraire.
c'est que ça va leur plaire, ils vont vouloir aller plus loin, et c'est ça qui fera qu'ils viendront Oui. avec cet état d'esprit. Là où tu as été maline, en plus, c'est qu'en donnant toi gratuitement le contenu que les autres donnent payant, c'est que si après ils aiment bien ton contenu, ils vont venir te voir toi et pas les autres. Exactement. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment d'aller donner gratuitement des choses pour que derrière, en fait, même ne serait-ce que les gens te connaissent, tu vois, ils vont se rappeler de qui est Nature de Chien, ils vont se rappeler que ça les a aidés. Et donc, ça crée, ça va dans le sens de ce qu'on veut, hein, tout simplement. Donc, euh, donc non, je pense que, enfin moi, ça m'a jamais porté défaut d'amener du contenu gratuitement aux gens. Au contraire, ça m'a vraiment toujours apporté. Euh, donc j'ai pas de problème avec ça. Et en fait c'est souvent une peur. C'est que si tu le fais pas, c'est que t'as peur derrière de plus avoir de personnes, mais c'est tout l'inverse en fait. Ok. Et au niveau des réseaux sociaux, donc Mhm. principalement, je crois que toi, c'est Facebook et Instagram où tu es Ouais, assez active. Euh, Autant YouTube et SEO, je me démerde bien, tu vois. Enfin, je suis assez OK avec moi-même. Facebook et Instagram, au moment où on enregistre, j'ai décidé récemment que j'allais commencer à poster dessus. ok, Euh, pour le moment, il n'y a rien. J'ai créé les comptes, juste ils sont ouverts mais vides. Et le but, c'est que je veux y poster les. Je suis pas un consommateur à titre perso, mais j'ai envie d'y ok, poster. J'allais faire des shorts de ces épisodes de podcast que j'allais mettre sur YouTube. Je me suis dit, franchement, ouvre un compte Instagram, un compte Facebook, un compte TikTok et juste je reposte les shorts là-dessus, tu vois. Et on voit si ça prend ou pas. Mais du coup, tu parles à un newbie. Enfin, tu vois, à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'y comprend pas. Enfin, je les utilise jamais, ces trucs-là. Comment on fait pour se faire repérer? Parce que, alors, j'ai plus Instagram sous les yeux, mais sur Facebook, tu as 30 000 abonnés sur ta page. ouais. Comment t'arrives à des scores comme ça? Alors bon, déjà les pages ont quelques années. Maintenant, c'est pas évident parce que alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu la même stratégie que ce que j'ai exposé tout à l'heure, c'est qu'il faut donner du contenu. Il faut pas chercher à vouloir vendre quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est pas l'objectif. Les gens qui sont sur les réseaux, ils sont là pour le loisir, tu vois. Alors, c'est vrai que la première chose, c'est que tu m'as dit, toi, tu consommes pas trop ces réseaux. Je pense que ça, c'est un truc que tu peux te mettre à faire dans cette logique-là. Parce que le fait de te mettre à la place du consommateur, entre guillemets, ça va te permettre de mieux comprendre ce que de mettre en conscience que inconsciemment les gens font sur les réseaux, c'est que c'est du loisir. Ok, Donc si quand ils vont sur leurs réseaux sur Instagram ou quoi, ils voient que des choses à acheter, ça les intéresse pas. Par contre, si quand ils vont sur Instagram, ils vont apprendre quelque chose, ils vont vivre une émotion parce qu'ils ont vu une vidéo qui les a fait rire ou qui les a choqués ou je ne sais quoi, là, ça répond à la fonction du réseau social qui est le côté un peu récréation. Tu vois, t'es dans ton bus, t'attends que le temps y passe, tu vas sur Instagram ou sur TikTok et tu scrolles quoi. Donc il faut avoir cette idée de proposer un contenu à l'utilisateur qui répond au fait non pas de vendre ce que toi tu veux vendre, mais de donner à la personne quelque chose qu'elle attend. Donc c'est de l'apprentissage, c'est de l'émotionnel, etc. Donc ça déjà c'est la première chose. Et donc c'est un peu comme sur le blog, c'est que tu vas aller créer du contenu gratuit qui va répondre à ce besoin parce qu'il va être viral entre guillemets, c'est-à-dire que les gens, les réseaux sociaux, ça marche dans le sens où l'algorithme prend en compte ta durée de vue. Donc si la personne va tout de suite swiper, tu vas pas être mis en avant. En fait, c'est que ta vidéo elle est postée elle est proposée à une centaine d'utilisateurs et en fonction de leur réaction, soit ça repart dans l'algorithme, soit ça l'éteint. Donc c'est ce qu'on appelle le ou quoi. Il faut vraiment sur les premières secondes, la personne, elle se dise tiens j'ai envie d'aller. Enfin, elle se dise pas, mais elle reste dans ta vidéo, voire même elle interagisse, elle commente, etc. Et c'est ça qui va faire que l'algorithme va se dire bon bah ce contenu, il répond à sa fonction. L'utilisateur reste sur sur Instagram quand il voit ma vidéo, donc je vais la proposer parce que le but de l'algorithme, c'est que l'utilisateur reste sur Facebook ou sur Insta ou sur TikTok, tu vois. ouais. Donc ce qui fait rester l'utilisateur fait qu'on va voilà. Et quand tu regardes les vidéos souvent qui fonctionnent, il y a des créateurs de contenu qui partent sur ça, c'est qu'ils partent sur du buzz, tu vois, de la critique, parce qu'en fait, bah, les gens, ça les fait réagir, donc ils restent, ils partagent, etc. Et c'est ça qui fait que l'algorithme les met en avant. Bon, après, moi, c'est vrai que c'est pas ma stratégie parce que je suis pas là pour faire du buzz comme ça, mais j'essaye d'avoir cette logique qui est de proposer un contenu qui n'est pas pour vendre, mais qui est pour donner une connaissance, donner quelque chose. Et en fait, bah, c'est pareil, les gens vont aimer ce que tu as fait,
parce que ça va leur parler, ça va répondre à un besoin, etc. Et donc, ils vont aller regarder tes autres contenus, ou ils vont aller commencer à te suivre, ils vont regarder tes stories, ils vont commencer à aller sur ton site, et puis ta. Et c'est là que ensuite ils vont passer de simples observateurs à potentiels prospects, mais ça part de là. Et je pense que c'est un peu la stratégie. Après, c'est pas évident. En théorie, c'est facile. En pratique, Mm. c'est pas évident d'aller créer un contenu qui va interpeller. Il faut avoir une niche. En fait, je pense que la première chose, c'est de savoir à qui tu t'adresses. Et à qui tu t'adresses parce que bah, moi aujourd'hui, je m'adresse de plus en plus à des gens qui ont une sensibilité mais qui veulent aller travailler sur eux et grâce à leur chien. Donc j'ai un peu, je change pas mon public, mais tu vois, j'affine ma cible du fait que moi, je prends une direction dans ma société qui est que je suis convaincue qu'on n'est pas là, enfin que moi, je suis pas là pour juste vendre quelque chose. Je veux vraiment que les gens, ils aillent mieux avec eux-mêmes et avec leurs chiens. Tu vois, c'est vraiment un truc que je veux. Le fait de créer des retraites avec ton chien où tu viens et tu repars et t'as débloqué des trucs, ton chien il va mieux avec toi, tu vas mieux avec lui. C'est vraiment mon objectif, tu vois, je veux vraiment aller là-dedans. Donc, ma cible, elle évolue un petit peu là ces derniers mois parce que je veux aller toucher ce public-là. Donc, je crée du contenu qui est un peu plus en lien avec ça aujourd'hui. Donc, ma niche, elle s'affine un petit peu aujourd'hui aussi, tu vois. Ok. Et donc ça, il faut savoir à qui tu t'adresses. Voilà, quel est ton public? Est-ce que c'est bah voilà, est-ce que c'est des entrepreneurs qui débutent, qui sont déjà installés? Enfin, tu vois, je sais pas. Et c'est en posant à qui je m'adresse et que tu crées du contenu à ces gens-là que techniquement, tu devrais grossir. Ok. C'est à chaque fois, enfin, ça me semble être une montagne à faire, tu vois, mais je pense que c'est parce que j'ai pas encore Oui. vraiment le pied dedans. Mais j'ai toujours la crainte, tu vois, de la différence entre un réseau dont tu es propriétaire, donc typiquement ta liste email, versus un réseau dont tu es locataire, comme un réseau social où on peut te virer ton compte et tout ça, tu vois. Moi, j'avais commencé une fois sur mon premier blog un compte Instagram, on me l'avait supprimé par Instagram, impossible de faire un recours et tout. Enfin, tu peux faire un recours, mais en vrai, ils te répondent pas. Du coup, bien deg, c'est arrivé à une amie à moi aussi, son compte pro a été supprimé. Et du coup, j'ai cette peur, tu vois, où je me dis, mais en fait, est-ce que j'en ai vraiment envie de faire ça? Mais d'un côté, quand je vois que bah, ça peut ramener du client, je me dis que c'est quand même intéressant. Hmm. Donc, je vais mijoter sur toutes ces questions, en tout cas. Ouais. Et puis, il faut avoir une stratégie multiple. Faut pas tout miser, je pense, sur Insta. Tu vois, le fait d'aller sur d'autres, sur le SEO, sur même un peu de SEA s'il faut, sur les réseaux, Hmm, enfin, tu vois, c'est tout ça aussi, que c'est la stratégie globale. Et ensuite, euh, je pense que le plus important, c'est de se dire, je le fais parce que j'ai un message à donner. Tu vois, ouais. j'ai un truc à transmettre. Peu importe comment c'est reçu, peu importe si mon compte il est supprimé, mon but c'est que je veux que ce message les gens l'entendent, tu vois, parce qu'il me semble important et que c'est pour ça que je le fais. Et en fait, naturellement, les gens vont se dire, waouh, attends, c'est intéressant lui, il s'intéresse aux entrepreneurs, moi ça m'intéresse, bah tiens, je vais aller voir. Et tu vois, ça part en fait de cette intention de départ. Si les gens ils se disent, bah tiens, j'ai un peu ce besoin et lui il répond à ce besoin-là, euh, mais c'est pas de le faire pour retrouver la personne en fait. Tu vois, c'est un peu, je poste pas pour que les gens viennent sur mon site, je poste parce que l'info que je donne, je veux qu'elle soit transmise, et du coup, les gens sont intéressés et viennent suivre derrière. Ok. T'es un peu Et en fait, un ça t'appartient plus, tu vois, tu t'en fous. messie. Bah, ouais, non, c'est pas ça, enfin, je sais pas, c'est de se dire, tant pis, après, si mon compte il est supprimé, déjà, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier, je fais pas Ouais. tout via Instagram, donc à la limite, bah, c'est un plus, mais si c'est pas là, ça va pas m'handicaper. Et puis, mon but, c'est qu'une fois que c'est lancé, enfin, une fois que c'est posté, et ben, qui même me suivent, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Et derrière, bah, il y a moins de pression, tu vois, il y a moins de peur, parce que tu vas pas avec cette intention d'avoir une pression, d'avoir un résultat obligatoire. Oh, je crois que je vais y aller comme ça. Tu m'as fait du bien. Merci, Chloé. Mais oui, En chill. Pas de pression. exactement. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une newsletter, toi, enfin une liste email? Ouais, on en a une. On le, j'essaye de, enfin, je, on fait des newsletters. Par contre, on va pas en faire une toutes les semaines ou tous les mois. On en fait quand on a vraiment un truc à donner. Tu vois, une info à Ok. passer, parce que c'est vrai que moi je le vois, tu vois, on en reçoit 50 000 des mails qu'on lit même plus. Donc j'essaye de vraiment, quand j'en fais une, c'est parce qu'il y a une info, euh, mais c'est pas toutes les semaines, tu vois. Ok.
Est-ce que tu pourrais presque avoir une stratégie similaire à celle que tu as sur les réseaux sociaux, mais pour la newsletter, tu vas te dire, je Ouais, partage du contenu utile ouais, par email, de temps en temps tu vends, ouais. euh, mais là au Non, moins mais tu es, t'as raison. maître de ton canal. Ouais, Je prêche un peu pour ma paroisse, parce que c'est ce que je fais, moi je fais ça déjà, mais ouais. sur la newsletter et pas sur les réseaux sociaux. Mais Hmm. Ouais. voilà. Après, il y a aussi que je pense que ma newsletter, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails et il faut que je... Donc, tu vois, c'est tout un business quand on veut lancer une newsletter parce qu'il y a tellement de mails que c'est... Enfin, tu sais, c'est plus t'as une base de données qui est lourde, plus tu peux pas juste envoyer sur Gmail ton truc, tu vois. Donc, faut passer Hmm. par un logiciel, nanana. Et en fait, il faut nettoyer ta newsletter de temps en temps, enfin, Ouais. ta base de données parce qu'en fait t'as des gens qui ne sont plus qui vont plus suivre, etc. Donc il y a aussi je pense un travail qu'on doit faire là-dessus. Donc aujourd'hui on garde, mais c'est vrai qu'on le fait plus de façon épisodique, quoi. Mais euh, Ok, mais t'as raison, c'est un très bon outil et il faut pas le négliger, ouais, ça c'est clair. Mm. ok, trop bien. J'aimerais bien qu'on rezoome un peu sur tes formations que tu vends. Donc, tu as d'un côté les formations en ligne, qui sont, j'ai l'impression, plus pour les particuliers. Ça, c'est si moi j'ai un chien et que je Ouais, veux l'auto-éduquer, enfin me débrouiller tout seul, c'est ça? ouais. Ça Et vise aussi comment, les ouais, professionnels, mais ok, c'est plus les particuliers, je suis d'accord. Ouais. comment tu as choisi les sujets? Parce que tu as un catalogue aussi qui est assez grand là sur cette partie Mm. formation en ligne plus Ouais. classique. Ouais. Alors, donc, c'est vrai que l'idée de la formation en ligne, elle est arrivée pendant le Covid, hein, vu qu'on avait tout fermé et que on pouvait plus travailler, quoi. Parce que nous, on reçoit les gens sur le terrain, donc là, c'était foutu. Et on avait le temps, vu qu'on n'avait pas de travail. Donc, c'est là que j'ai créé des formations. Et c'est vrai que le but, c'était des formations pour les particuliers, tu vois, qui ont leurs chiens, qui sont confinés avec et qui peuvent, bah, ils ont que ça à faire, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis partie sur une stratégie qui a très bien marché, qui a été de faire des conférences gratuites et dans les conférences de vendre mes formations en ligne. Donc ça a été Ok, d'ailleurs ça nous a sauvé le la trésor à ce moment-là, hein, parce que c'est vrai que c'était notre seule rentrée d'argent, c'était ça. Donc ça a été très cool, puis c'est vrai que ça m'a plu. Donc j'ai continué derrière, une fois le Covid passé, j'ai continué les formations en ligne et le principe des conférences en ligne aussi. Et donc, c'est vrai que vu que l'idée de départ, c'était de parler aux gens qui ont un chien et qui sont chez eux, bah, c'est un peu resté. Parce que, ben, voilà, c'était ce que je savais faire et que c'était chouette. Et après, mon catalogue, il s'est étayé parce que il y a aussi dans les formations en ligne, en fait, j'ai des intervenants. Donc, j'ai une éthologue, une docteure en éthologie qui a fait des formations chez moi sur le blog, enfin sur le site, pardon. Et elle, donc elle a créé une formation en éthologie, elle a créé une formation en médiation animale parce qu'elle est spécialisée là-dedans. En fait, il y a un moment où je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'amener des profils experts sur la partie en ligne. Donc ça a été un peu cette idée-là. Et voilà. Et en fait, il y a pas de stratégie au niveau du catalogue. C'est en fonction des gens que je rencontre. C'est en fonction de moi. Parce que créer une formation en ligne, c'est quand même pas rien. Faut vraiment réfléchir. Tu vois, par exemple, je pense faut jamais dire jamais, mais je me sentirais pas de faire une formation en ligne sur la réactivité. Pour moi, c'est un truc, faut être sur terrain, faut être avec les gens en direct. Par contre, apprendre aux gens comment lâcher deux chiens ensemble, ça peut se faire en ligne. Donc, tu vois, ça a été aussi de sélectionner des sujets et le contenu, il est fait, donc que ce soit en vidéo, soit il y a des vidéos, il y a du texte, il y a un peu de tout. Et il y a certaines formations qui peuvent vraiment être à destination des professionnels tellement elles sont poussées. Donc, euh, donc c'est variable. Mais c'est un outil intéressant. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu moins, tu vois, les gens s'éloignent un peu plus du contenu en ligne, j'ai l'impression. mhm. J'ai cette sensation. Après, tu vas voir dans le temps ce que ça va donner. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de formations en ligne, l'après-Covid, etc. Ça a été très dense. Et, euh, et j'ai un peu ce ressenti, tu vois, bon, qui est très subjectif, que on a un peu moins envie d'aller sur un contenu en ligne, mais on a un peu plus envie d'être avec un interlocuteur aujourd'hui. Euh, mais je peux me tromper, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Donc à voir ce que ça dit sur les prochains temps. Ouais. Bah, je le vois un peu aussi, alors pas forcément avec mes clients, mais avec ce que vendent les autres formateurs et formatrices que je rencontre ou que je regarde, que Mhm. le format de la formation 100% en autonomie à faire seul chez soi, qu'il y en a de Mm. moins en moins qui se vendent comme ça et qu'il y a de plus en plus de contacts humains. Que ce soit en présentiel, ce qui se fait pas encore trop, mais
beaucoup plus de coaching, que ce soit du groupe ou du seul, que le côté 100% passif en autonomie, en fait, qui se vend de moins en... Enfin, il est de moins en moins vendu. Est-ce que c'est les gens qui en veulent pas ou juste les gens qui vendent autre chose? Je pense que les deux sont liés, mais Mm. euh, je Non, le mais je suis remarque que ça d'accord. va comme ça quand même. Je pense qu'un contenu hybride, ça peut bien fonctionner, tu vois, où ils ont une base passive, mais ils ont aussi l'accès à un entretien en Zoom ou Hmm. quelque chose, tu vois, ou un groupe d'entraide, quelque chose. Je pense que les gens aujourd'hui, ils ont pas envie de rester seuls derrière leur ordi, quoi. Donc ils ont envie de Ouais. contact et ils ont envie d'aller là-dessus. Et je suis d'accord, tu vois, je l'avais pas trop formalisé dans mon esprit, mais je sens qu'on est sur une transition de la partie digitale. Et tant mieux en fait, enfin, c'est comme ça, donc il faut s'adapter. Mm. Oui, oui, tant mieux. Et puis je trouve que c'est mieux pour le... Alors si je me place d'un point de vue formateur, je suis deg parce que c'était trop bien de vendre des trucs où il ne faut plus Mais rien. oui, Mais d'un point de vue élève, en vrai, c'est mieux quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, que ce soit le formateur vedette que tu vois dans les vidéos et tout, ou un coach ouais, qui est de son équipe, enfin peu importe, mais c'est mieux quand même. Et je trouve ouais. que ça va peut-être un peu casser aussi les... Moi, je trouve qu'il y a toujours des prix qui sont ahurissants pour certaines formations à suivre en Mm. autonomie. Tu n'as aucun accompagnement, tu as éventuellement un forum et tout, et ça coûte Ouais, des sommes astronomiques. Je dis non, mais enfin, ça faut arrêter ce délire par contre. Ça, ouais, c'est c'est de clair. l'information aussi qualitative soit-elle, elle ne mérite pas ce prix. Enfin, ça, c'est un avis Ouais. très Non, personnel, je suis quoi. d'accord. Non, non, je suis d'accord. Bah après, c'est comme tout, tu vois, il y a eu un gros buzz, donc les gens ont surfé sur le truc de la formation en ligne. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qui fait que les gens aujourd'hui veulent avoir un interlocuteur et pas juste être Hmm, sur... parce que c'est compliqué, tu vois, quand tu fais une formation, même si tu l'as payé cher, de garder la motivation, tu vois, de... Alors que quand tu as un rendez-vous avec un humain à un intervalle, t'es beaucoup plus obligé de t'y tenir, donc quelque part complètement. euh, ton, ton, ton objectif, il est mieux abouti. Et même pour la personne qui vend, moi, je pars toujours du principe que quand je vends une formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, mon but, c'est que la personne soit satisfaite à la fin. Tu vois, que par exemple, que je forme un éducateur, un futur éducateur, mon but, c'est qu'il y arrive, qu'il devienne éducateur. Et donc, déjà, c'est parce qu'il m'a payé pour ça, donc je trouve que ça fait partie de mon C'est le engagement, deal. quelque part. Ben ouais, c'est le deal. La responsabilité n'est pas que à l'apprenant, ouais, elle est aussi à l'enseignant. Et aussi que bah, si la personne paye ma formation, se forme, y arrive, c'est quelqu'un qui va parler de moi en bien, tu vois. Donc C'est vrai. c'est aussi une stratégie de communication et une stratégie qui est importante, qui est que la personne qui se lance et qui y arrive, ben forcément elle peut m'amener plus de personnes que quelqu'un qui fait ma formation, puis je m'en fous parce qu'il a payé, et puis bah à la fin il n'y arrive pas, et puis non, tu vois, bah, ça fait Ouais, partie aussi des enjeux, quoi. Moi, c'est c'est pour vrai. ça que les gens que je forme, je leur propose même après la formation des visios individuelles gratuites. Alors j'ouvre Ouais. des créneaux comme ça. Et mon but, c'est que quand ils partent de la formation, ils soient pas lâchés dans la nature. Tu vois, ils aient un suivi, ils aient quelque chose. Donc souvent, c'est une demi-heure. Puis ça me permet aussi de revoir mes stagiaires que j'ai vus pendant plusieurs semaines sur le centre. Trop Et sympa. ça, un autre intérêt, c'est que bah, déjà les gens donc, qui sont suivis, ils sont pas lâchés. Et c'est pas un truc qui repaye après. Tu vois, je pourrais facturer ça. Je pourrais me dire, bah après, s'ils Hmm, veulent, machin. Mais je trouve que ça fait partie du service. Après, je le fais pas, tu vois, ils ont pas 50 rendez-vous individuels, c'est un ou deux pour vraiment les aider à passer le truc pour qu'ils puissent y arriver. ouais. Et aussi, quand je fais mes entretiens individuels, du coup, je vois les problèmes qu'ils rencontrent après. Donc, ça me permet en amont d'aller régler le problème. Tu vois, si je vois que j'en ai 4-5 Hmm, qui me disent, bah, tu vois, c'est vrai que la partie créer sa boîte, c'est un peu dur. Bon, bah, je vais aller en formation, aller créer un contenu un peu plus dense là-dessus pour que ce soit moins un blocage après. Tu vois, ça me permet d'aller ok. ajuster aussi en fonction des problématiques qu'ils rencontrent. Et du coup, ça me permet aussi de fidéliser les gens, de me dire, bah, vous pouvez revenir, on se fait une visio, ça dure une demi-heure, on répond aux problèmes c'est je trouve que c'est important. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui fait partie du service et que j'aime bien faire et aussi qui permet à la personne de se dire bah ouais, tu vois, je fais nature de chien et quand j'ai payé ma formation, je suis venue, je l'ai fait, bah c'est pas fini. Voilà, je peux encore Hmm. avoir de l'aide, je peux encore avoir un support. Du coup, je me lance, du coup, j'y arrive et du coup, ben j'ai recommande nature de chien parce que ils ont conscience que je les ai aidés à se lancer. J'adore l'idée, je vais te la voler. Je te préviens. Mais vas-y. Je t'en prie, c'est vraiment, c'est, en fait, tu vois, j'ai eu cette idée parce que sur le moment, ça a répondu à mon besoin, mais ça vient pas de moi. Je suis sûre qu'il y en a plein qui le font et tant mieux, ouais.
Ouais. Mais c'est Et tu... Ouais, l'authenticité, tu vois. C'est que oui, tu formes quelqu'un, tu accompagnes quelqu'un dans un processus. Alors, encore une fois, tu vois, je suis pas responsable de leur réussite, tu vois, je me place pas là-dedans. Mais si je peux les aider, s'ils ont besoin de cette aide et ils m'ont payé pour quelque part atteindre un objectif, il faut, si je peux aller aider, il faut que je puisse le faire. Ça fait partie de mon engagement de départ. ouais. À moi de trouver ma limite, tu vois. Je vais pas non plus passer un mois à aller aider quelqu'un parce que ben voilà, donc c'est à moi aussi de quand je donne d'être OK avec ce que je donne. Tu vois, là je leur dis c'est une visio, c'est gratuit, ça fait partie du process, ça dure 30 minutes, tu vois, ça dure pas 1 heure, ça dure 30 minutes. J'ouvre mes plages horaires quand j'ai le temps, donc des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Et quand je donne, je suis vraiment OK avec ça. Tu vois, j'ai pas la sensation que j'attends un truc d'eux ou que c'est un effort. Tu vois, c'est vraiment un truc que je fais à un moment en étant OK avec ce système-là. Oui, c'est presque un truc en fait que tu files en bonus qui est pas contractualisé et Exactement. il faut Mm, faire mm. gaffe à ça de pas te faire manger en fait par quelqu'un qui parce qu'il y en a c'est des champions pour Exactement. procrastiner qui veulent juste faire Ouais, des coachings parce qu'ils veulent te parler de leur projet mais qu'ils ont aucunement l'intention de bosser dessus et ils ont l'impression qu'en te parlant du exactement. projet ça avance sauf qu'en fait non, il faut que tu ailles bosser Coco et il faut faire gaffe à cela quoi. Ouais, c'est ça. Il faut pas le faire et après derrière je me dis oh là là mais en fait là ça me prend une semaine, je suis pas payée pour le faire, ça me prend du temps, tu vois. Faut pas être dans cet état d'esprit là. Faut si c'était le cas je changerais quelque chose, tu vois. Ouais. Ouais ça c'est important de le voir aussi comme ça. Mm. Et tu disais que tu faisais certaines des formations en ligne qui étaient un peu des genres de partenariats. Tu vois, tu le disais que tu l'avais fait avec une ancienne élève Ouais. qui est je sais plus quoi. Euh, Comment ça se passe quand il y a un truc comme ça, c'est-à-dire que tu lui achètes un peu sa prestation et après tu revends et c'est à toi de bosser pour être rentable? Ou c'est un truc où en fait vous vous partagez les bénéfices, où elle le fait mais du coup ça lui permet de faire une sorte de promo et d'attirer des clients? Comment ça se Ouais. passe? Alors, ça dépend du profil. Il y a plusieurs options. La plupart du temps, la personne propose le contenu, ça lui appartient, c'est son contenu. Et en fait, sur chaque vente, elle est rétribuée. Tu vois, il y a un calcul qui est fait. Et donc, c'est contractualisé, hein, c'est fait comme ça. Et là, on est en train de prendre une direction aussi sur la partie en ligne, qui est que, en fait, j'ai créé une asso qui s'appelle Nature de Chiens World, qui a pour but d'aller aider les chiens. Donc là, on fait l'Inde, le Népal et le Cambodge, les chiens qui sont dans les Oh, rues là-bas. Et donc, on aide. Le but, c'est pas de ramener les chiens en France, hein, c'est vraiment d'aller les nourrir, les vacciner. Tu vois, c'est des chiens quand ils sont tapés par une voiture, ils restent comme ça. Tu vois, personne va les soigner. Donc, c'est vraiment d'aller donner des moyens pour ces chiens-là. Et donc ça a été créé en 2023. On a ouvert l'Inde et le Cambodge, l'Inde et le Népal, pardon. On a ouvert le Cambodge l'année dernière. Donc on a des acteurs qui sont là dans ces pays et qui quotidiennement aident. Sauf que bah, ça dépend de l'argent qu'on peut leur envoyer. Donc ça c'est une asso, tu vois, c'est pas toujours voilà. Et donc là ce qu'on est en train de mettre en place c'est que les formations en ligne, il y a une partie du chiffre qui soit redonnée à l'asso pour pouvoir aller aider les chiens, voilà, d'avoir des actions aussi. Donc ça fait partie aussi du deal, c'est que aujourd'hui les profils qu'on va chercher sur le blog, enfin sur les formations en ligne, ce sont aussi des gens sensibilisés à ça et qu'ils aient conscience, tu vois, qu'il y a une partie qui est pour eux, une partie qui est pour les frais de fonctionnement de nature de chien et un pourcentage qui est donné à l'asso pour aider les chiens dans ces pays. Donc j'adore. voilà, on prend ce virage. Ouais. Ouais, Et ça me fait penser, donc moi je suis en Turquie là, à Istanbul. Istanbul c'est connu parce qu'il y a plein de chats partout, mais il y a aussi des chiens. Alors beaucoup moins que des ouais. chats, mais il y a aussi beaucoup de chiens en liberté. L'autre jour, il y avait un chien qui était en train je sais pas, de mourir dans la rue, il faisait un genre d'arrêt cardiaque et tout, et il y avait tout un attroupement de gens qui étaient en train de lui faire un massage cardiaque Mmh. pour essayer de le réanimer en attendant que les secours arrivent. J'ai trouvé ça magnifique et Ouais. très dur émotionnellement, tu vois. Donc, mais Ah bah j'ai trouvé ouais. ça super beau, Ouais. l'investissement de la population pour Ouais. ces animaux publics, parce qu'il y a ça pour les chiens, il y a aussi ça pour les chats, ils sont nourris quotidiennement par plein de monde, tout le monde les caresse, tout. Oui. Des animaux partagés, un peu ce système-là, je trouve ça trop beau. Ouais. Alors ça, je suis d'accord. Et en Inde, au Népal, au Cambodge, c'est pareil. Il y a vraiment un système, tu vois, alors ça dépend des quartiers. Genre en Inde, c'est le bazar, tu vois. Il y a beaucoup de religions qui existent. Je crois que c'est le pays où il y a le plus de religions qui coexistent. Donc en fonction des quartiers, des religions, c'est pas les mêmes traitements. Mais quand tu vas dans les quartiers hindous ou bouddhistes, les gens sont hyper, hyper bienveillants avec l'animal, mais Mhm. ils ont pas l'argent. Tu vois, ils ont Ouais.
énormément à donner, mais ils ont pas de moyens. Donc s'il faut aller payer un veto, ben en fait ils le feront pas, tu vois. Ils nourrissent avec leur reste, tu vois, leur reste de riz, leur reste de nourriture. Et en fait c'est de et ça on n'y touche pas, tu vois. C'est trop bien qu'ils aient ce truc-là. Et ils ont énormément à nous apporter. Moi, tu vois, quand j'ai été là-bas, je me suis dit je vais voir des gens, des chiens maltraités ou des trucs comme ça, mais pas du tout. J'ai vu des Pas chiens du qui tout. étaient pas du tout maltraités, au contraire. Et par contre, qui manquaient de moyens financiers. Tu vois, là où nous, on est riches, et ben eux, ils sont pauvres là-dessus. Par contre, ils ont une richesse humaine et spirituelle où nous, on est très pauvres, tu vois, à l'inverse. Et donc, je pense qu'il y a une sorte Complètement. de connectivité à mettre en place, tu vois, de dire, en fait, ils ont à nous apporter et nous, ce qu'on peut apporter, c'est ce qui... voilà. Et mon but, tu vois, c'est on est en train de le lancer pour 2027, c'est d'organiser des voyages. Donc avec des Français qu'on amène en Cambodge et puis après en Inde pour créer des actions, tu vois, vraiment très denses sur quelques jours, sur quelques semaines. Et en plus d'amener les gens à se rendre compte que, ben, tu vois, moi, les chiens là-bas que j'ai vus, franchement, j'en ai vu qui étaient dans la rue et tout ce que tu veux, mais comportementalement, qui étaient plus heureux que certains chiens en France, toujours Mm. attachés, toujours machin. Et tu vois, ils ont une... enfin, faut vraiment y aller pour comprendre ce système. Et mon but, c'est d'amener les Français là-bas et de dire, oui, vous allez nourrir les chiens, vous allez aider, vous allez soigner, on va vermifuger, on va faire tout ce que vous voulez. Mais on va aussi se poser et on va aussi regarder que ils ont beaucoup à nous apprendre. D'un point de vue humain, ils ont tout à nous apprendre. On est à côté de la plaque sur beaucoup de choses. Dès que tu as ta première fournée de Français que tu emmènes là-bas, tu m'envoies un mail et je viens. Ouais, Je suis allez, trop ça roule. motivé. Avec plaisir. Ah Et là même là, éthologiquement, observer les chiens dans les rues, c'est hyper intéressant. Enfin, il y a c'est énormément de choses à faire. génial. Et ouais. Ouais, non, ça me passionne vachement. J'ai une amie avec qui je fais ça, qui est 6 mois de l'année, qui vit en Inde et au Cambodge, et qui fait beaucoup d'actions du coup pour l'assaut là-bas. Mais c'est un projet d'une vie, tu vois. Il y a encore tant à faire, mais ça Hmm. va se mettre en place petit à petit, ouais. Donc voilà. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc c'est pour ça que les formations en ligne, on veut reverser un pourcentage à l'assaut pour qu'on puisse Hmm. continuer, tu vois, d'avoir des moyens pour, parce que ça coûte pas très cher là-bas. Donc avec très peu, on peut faire beaucoup. Ça, c'est cool. Ouais. Mais il faut quand même un peu. Hmm. Et bah, c'est bien que tu amènes sur l'argent parce que on sent qu'il y a une vocation dans ce que tu fais qui est vachement. C'est pas un business dans le but est là de te rendre multimillionnaire. Enfin, que ton but n'est pas d'être la plus riche du monde. Tu vois, on sent qu'il y a vraiment une vocation de Mm. transmettre, de faire partager. Tu le dis régulièrement que ton but, c'est finalement que tes élèves euh, sortent avec une vraie compétence. Tu vois, qu'ils apprennent, qu'il y a cet amour du chien et tout ça. Comment toi, tu arrives à mettre un prix qui est juste, tu vois, parce qu'il faut à la fois qu'il te rémunère. Mhm. Tu as la casquette chef d'entreprise, donc il faut aussi qu'il te rémunère bah, les personnes avec qui tu Les travailles. Il faut que salariés? ton entreprise gagne Ouais, de l'argent, tes salariés, tout ça. ouais. Euh, comment t'arrives? Parce que tu vois, tu pourrais te dire, je donne beaucoup de mon temps, je vis avec ric-rac, mais je transmets à plein de monde. Sauf qu'il faut aussi Mm. prendre soin de soi au bout d'un moment et tu as le droit d'avoir une vie décente, tu vois. Mais en Carrément. même temps, Ouais, tu dois ouais. avoir toujours en tête le dire, mais c'est ce repas que je me fais qui est super bon, en fait, j'aurais pu nourrir 17 chiens en Inde, tu vois. Tu as toujours Mm. cette logique à avoir. Comment tu arrives à trouver un équilibre entre l'ambition, enfin pas l'ambition, mais tout ce que tu as envie de faire avec cet argent, mais en même temps le fait que tu as besoin d'argent pour toi et que c'est OK. Comment tu Mhm. places, comment tu prices ta formation et tes Ouais, accompagnements avec tout ça? ouais. Ben en fait, je pense que ça c'est un truc en France où l'argent est un peu tabou. Tu vois, c'est presque mal vu si tu gagnes de l'argent. Enfin, il y a un peu ce truc, je trouve quand même. Moi, je suis Hmm. pas à l'aise avec ça, dans le sens où l'argent c'est un moyen, c'est pas un but. C'est pas mon but. Tu vois, je le fais pas pour le but final. C'est pas juste l'argent que j'ai sur mon compte en banque. Le but c'est vraiment cette philosophie qui me porte, parce que c'est ça qui fait que j'ai envie de faire, etc. Mais ça n'empêche qu'il me faut de l'argent pour ça. On est bien d'accord. J'ai une famille, j'ai mes salariés, on a une structure, il y a l'assaut, enfin bref, ça fait c'est la vie quoi en général. Donc mon objectif c'est vraiment de me dire il faut que la machine elle roule, tu vois, il faut que la machine elle fonctionne. On a aussi l'objectif de s'étendre, de se développer, donc ça il faut de l'argent pour. Moi voilà le fait de l'assaut, donc on est sur cette partie-là, mais j'aimerais bien aussi à un moment donné développer mon service au Canada. Ça c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, et potentiellement j'aimerais bien un jour pouvoir créer la formation éducateur canin mais au Québec.
Donc ça, c'est des projets, tu vois, qui sont en cours petit à petit. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc ça fait partie du game, hein, tout simplement. Donc c'est un équilibre. En fait, c'est un équilibre entre bah, ce que j'ai besoin pour que mon système il fonctionne et puis ce que j'ai besoin pour que mon système il s'étende. Et donc j'équilibre comme ça. Puis si à un moment il y a une baisse, ben je vois comment combler cette baisse. Tu vois, il y a cette stratégie qui est de me dire s'il y a une baisse, bah, il faut que je développe pourquoi il y a une baisse déjà et puis comment je peux aller la développer. Est-ce que je la remplace ce service-là par autre chose? Est-ce que je dois mettre de l'attention sur ce service parce que bah il fonctionne plus comme c'était avant? Et puis on équilibre en fait tout simplement. Après, dès l'instant où c'est pas un but, mais que c'est un moyen, à chaque fois que l'argent rentre, ça me sert à aller développer ce but final, tu vois. Donc voilà. Et d'être à l'aise avec le fait que c'est ok, qu'il y ait de l'argent qui rentre, faut pas le voir négativement. Et si l'argent rentre pas, bah, il faut aller comprendre pourquoi, il faut aller régler le problème, ouais. Je pense déjà une grosse différence, c'est ce que tu as dit, c'est que pour toi, l'argent, c'est pas un but, c'est un moyen. Et Ouais, je le vois pour beaucoup de gens que je rencontre ou de nouveaux gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat web avec la promesse de l'argent facile, ce qui n'est pas du tout le cas, je le répète encore une fois pour ceux qui écoutent. ouais, ouais. Mais que le but final, c'est l'argent, c'est la richesse. Alors que, Mm, enfin, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais si tu mm, pars de ce principe-là, quand tu auras des questions plus complexes, enfin, tu auras du mal à avoir un raisonnement comme le tien, par exemple, tu vois. mm. Si ton Ouais, but c'est de gagner plein d'argent, tu aurais du mal à te dire ben, je vais en donner pour aller soutenir une cause. Ou alors tu vas te dire c'est parce que ça me permet de défiscaliser. Tu vois, tu ouais, as toujours ouais, des autres ouais, je logiques vois. après, mais euh, Ouais. Mais après, c'est ok, t'es le pas dans tout, le même c'est que schéma. ça corresponde à qui on est, tu vois. C'est-à-dire que c'est une histoire de motivation. Si vraiment t'es là aujourd'hui pour expérimenter le fait d'avoir de l'argent, bah vas-y, et puis ça vibrera, et puis ça fera, tu vois, ça répondra à ton besoin. C'est ni bien ni mal, si c'est ce pourquoi t'es fait, j'en sais rien. Moi, je pense qu'honnêtement, j'ai besoin de gagner de ma vie, ça c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je peux pas me lever le matin si j'ai pas cette idée qui me porte, tu vois. Et en fait, si je vois que je perds un peu mon objectif, bah tout est dur. Tu vois, j'ai la flemme, j'ai pas envie, tu vois, j'ai l'impression que je Hmm. procrastine, etc. Alors que si je reprends bah par exemple là, tu vois, mon objectif d'aller vraiment sur ce truc-là de développement, bah du coup ça m'anime de fou. Donc j'ai envie de me lever, j'ai envie de le faire, j'ai envie de ceci, tu vois. Et comme je l'ai dit au début, moi mon but c'était de faire un boulot qui me passionne. Donc si mon boulot ne me passionne pas, ça marche pas, j'y arrive pas. Tu vois, je fais autre chose, je peux pas. Donc à moi de trouver des idées pour rester passionné. Et donc c'est pour ça que c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Si ce qui me passionnait c'était de gagner de l'argent absolument, bah peut-être que je le ferais comme ça, mais c'était c'est pas mon objectif aujourd'hui, c'est pas ma passion. Ça n'empêche pas que mon but c'est pas de pas en avoir non plus, tu vois, je suis pas dans l'autre Ouais, extrême oui. d'être en rejet sur ce système-là, pas du tout. Mais il y a une histoire ouais, c'est pourquoi vous le faites quoi. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et alors, au total, à l'année, Nature de Chien génère un chiffre d'affaires de combien à peu près? Alors c'est variable, on est aux alentours des 200K à peu près. Mais c'est variable, ça peut être plus ou moins. Ok. Et du coup, encore une fois, 200K, c'est du chiffre d'affaires, tu es en société, c'est pas du tout ce que tu te mets dans la Non, poche, il y a plein de gens clairement à pas. payer, je fais les petits Oui, oui. disclaimers, tu vois. Ah oui, oui, non, 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 puis alors en plus, franchement, c'est hard, hein, on est très, très taxé, un salarié, ça coûte beaucoup, enfin, il y a vraiment, voilà, en France, on n'est pas aidé, hein, là-dessus, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment, on n'est pas du tout, du tout aidé, euh, et, et ça, il faut se le dire, hein, parce que ça fait partie des enjeux aussi, hein, de savoir gérer une boîte et les budgets, et la trésor, et les taxes, les impôts. Enfin voilà, un salarié, il faut savoir qu'on paye 50% de son salaire et en plus de charges. Donc quelqu'un que Hmm. on paye, je sais pas, je donne un exemple, 2000 euros, c'est 3000 euros qui sortent tous les mois, quoi. Il y a 1000 euros de Ouais. taxes de salaire salarial, quoi. Donc non, non, c'est vraiment pas évident et l'État n'aide pas tellement. Ouais, on regarde d'autres pays de fonctionnement, ça n'a rien à voir, hein. La création d'entreprises au Canada, c'est pas la même qu'en France, hein. Donc
Non, non, ouais. Là-dessus, faut Ouais, redescendre sur terre. Il faut gagner beaucoup pour récupérer un peu. ouais, c'est ça. Moi, Mm. souvent, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a le salaire net brut qu'ils connaissent parce que c'est ce qu'ils voient sur la fiche de paie, mais ils oublient qu'il y a le super brut qui est encore une autre Ouais. taxe qui est payée par l'employeur, mais qui Mm. n'apparaît pas sur le bulletin de salaire. Et ça, on l'oublie Ouais. que entre le net et le super brut, je crois c'est le double à peu près. Enfin, que Ouais, c'est ce ça. qu'on a en Après, net, l'employeur, ça lui coûte le double à peu près. ouais. Ouais, ouais, non, C'est, c'est c'est... clair que, ouais. Puis il n'y a pas que ça. T'as plein d'autres Ah choses. non. Enfin, c'est... S'il y avait que le salarié et la taxe, non, non, il n'y a pas que ça. Donc, non, non, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Il faut respecter, la règle. Ouais. Donc, ouais. Ça me fait rire Mm. ce que tu dis qu'il faut arriver à gérer la trésorerie, que le cash, c'est un peu le nerf de la guerre. Moi, j'ai fait un début Ouais. 2025, donc il y a à peu près un an, roi du pétrole. Et je suis très mauvais dans la T'as tout gestion de cramé. la trésorerie. Ouais. J'en ai beaucoup cramé. Et du coup, j'ai eu des mois plus chauds en mode, ouh, Paul, t'as été con là. Parce que tu sais, Mm. c'était ma première vraiment grosse période, moi, où je gagnais plein d'argent, enfin plein d'argent. Tout est relatif, mais où je gagnais beaucoup d'argent par rapport à d'habitude. Et où je me suis dit, ça y est, j'ai compris le game, tu vois, genre, Mm. je, je, Ouais. j'ai trouvé un truc qui marche bien. Alors qu'en fait, non, j'ai eu un coup de bol un coup de bol. Truc qui a bien marché pendant plusieurs mois, mais c'était exceptionnel au lieu d'être stable et j'aurais dû utiliser ça pour lisser mes revenus, ce que je n'ai pas fait. Donc, Ouais. gestion de la trésorerie, je ne peux que me dire, oh, elle a Ouais. totalement raison, c'est hyper Ah ouais, non, important c'est et super surtout, tu dois important. gérer de l'imprévisible. Imaginez Exactement. comment ça va être, c'est trop Et dur. ouais, et sans être flippé, tu vois. Faut vraiment être très les pieds sur terre là-dessus. Tu vois, moi là dernièrement, enfin ça fait 1 an, j'ai eu la nécessité d'entreprendre des frais juridiques. En Ok. gros, j'ai eu et c'était pas du tout prévu, mais j'ai pris cette décision parce que je me suis rendu compte qu'un concurrent utilisait notre contenu, donc c'était pas possible pour nous, si tu veux. Et puis bon, enfin, il y a tout un truc. Et donc, j'ai dû entreprendre des démarches assignées en justice, tu vois. Enfin, Oh, ce truc qui n'était waouh. pas du tout un objectif de vie, tu vois. Et ça coûte de l'argent, tu vois, on va pas se mentir. Et heureusement que j'ai une bonne gestion de la trésorerie et que je fais attention à ça et que parce que c'était un imprévu, mais où, tu vois là, de façon en toute intégrité, je ne pouvais pas laisser passer. J'ai dit c'est mort. Il est hors de question que je laisse passer ce truc. Et si ça doit me coûter de l'argent et tatati et tatata, je le fais et tant pis quoi. Et donc et là vraiment j'ai été contente de me dire ok, heureusement que tu vois que j'ai une vision un peu générale et que je stabilise, tu vois, j'essaye vraiment ne serait-ce que tu vois j'ai mes salariés et tu vois dans ma tête je me dis c'est important que tu sais je dois pas faire n'importe quoi même pour eux, tu vois, la Bah ouais. responsabilité n'est pas que sur moi, elle est aussi sur les gens qui vivent grâce à la nature de chien. Et heureusement que j'ai ça parce que quand j'ai pris la décision que je me suis dit bon bah là non c'est bon, je j'assigne et que je savais très bien que ça allait me durer très longtemps et que parce que c'est très long ce genre Oh là là. de de chemin. Et ben j'ai dit tant pis je le fais et je peux le faire parce que j'essaye de voilà c'était un imprévu mais nécessaire et ça m'a permis de voilà je reste en sécurité grâce à ça, grâce à cette gestion un peu très terre à terre que j'ai donc voilà. Donc il faut avoir une intelligence financière. Voilà, c'est ça que je voulais Ouais. trouver. Une intelligence financière de se dire quand ça rentre, c'est bien, quand ça rentre pas, c'est ok. Tu vois, ça fera. Il faut pas paniquer parce que c'est aussi quand tu es entrepreneur, quand ça rentre pas, tu peux paniquer. Tu peux dire oh là là, ça y est, c'est bon. Je connais des gens comme ça qui visualisent toujours la fin du monde de leur entreprise dès qu'il y a une baisse. Non, non, faut rester tranquille, faut comprendre le mécanisme, faut être adaptable, faut trouver des solutions. Et souvent, quand il y a une baisse, ça te permet d'aller te rééquilibrer pour trouver autre chose, tu vois, et c'est ok. Enfin, le Covid, ça nous a permis de lancer des formations en ligne. Bon, bah, c'était un mal, le Covid, mais les formations en ligne, ça a été un bien, tu vois. Donc, Ouais. il y a toujours un revers positif si on le cherche. Mm. Ouais. J'ai beaucoup à apprendre de ça. Mais alors attention, c'est une vie. Moi, tu vois, je suis à mon compte depuis que j'ai 19 ans. J'ai jamais été trop salariée. Donc, enfin, j'ai jamais été vraiment salariée. Tu vois, j'ai travaillé au McDo pour payer ma formation, mais c'est pas être Ouais. salariée. Donc moi, j'ai jamais eu ce système de pensée qui était tous les mois t'as ça. Voilà, je Mhm. suis salariée de ma boîte, mais ça fait partie de ma boîte. Et du coup,
Et c'est vrai que je comprends que des fois, c'est pas facile quand on est dans un, tu vois, quand on a été salarié, de se mettre dans le rôle de l'entrepreneur. Mais vu que moi, ça a été ma norme depuis presque 20 ans, Hmm. j'ai grandi avec ça, tu vois, et j'ai énormément stressé à des moments de pas gagner d'argent. Tu vois, je suis passée par plein de phases, plein. Et c'est parce que je les ai dépassées, et aujourd'hui j'en ai d'autres à dépasser, tu vois, c'est la vie, que j'ai appris tous ces trucs-là. Mais il faut se planter quelque part, il faut aller au problème, il faut avoir vécu ce que tu as vécu pour te rendre compte que bah ouais, le prochain coup où je gagne beaucoup, je flambe pas tout, je mets de côté, je sécurise, j'investis, tu vois. C'est aussi quand tu payes un truc, à quoi ça sert? Est-ce que c'est juste répondre à un besoin ou est-ce que ça va te permettre d'obtenir plus derrière, tu vois? Ouais, Et c'est aussi cette logique que faut pas tout garder en mode c'est bon, je garde tout et je dépense rien, mais il faut pas non plus tout flamber. Donc faut se dire si là j'investis, c'est parce que derrière ça va me permettre de faire ça ou de faire ci. Et c'est et puis des fois on se trompe, tu vois, des fois on se dit oui mais j'investis puis ça va me permettre de, puis ça foire. Mais faut pas tout mettre dans le même panier, voilà, c'est pas grave, t'apprends, c'est la vie, tu testes autre chose et puis chemin faisant tu chemines en fait, tu n'atteins jamais l'objectif, hein. C'est ça qu'il faut se dire, il n'y a pas de fin, hein. il n'y a pas de Il y a fin. pas un moment où on se dit la retraite peut-être, j'en sais rien, mais j'y suis pas encore donc Oh non, on non a non le là pour le temps. moment c'est encore de l'expérimentation et la société évolue aussi, donc faut aussi se dire que tu vois, là, il y a un climat, il y a des guerres, il y a des trucs, tu vois, il y a tout ça. Et ça fait partie aussi du profil des gens de comprendre, bah là, tu vois, le prix de l'essence c'est plus cher, ça va être plus difficile de se déplacer. Bah, il faut anticiper tout ça, ça fait partie des... Faut pas paniquer, voilà. On est souvent... Puis la société nous amène souvent à paniquer, à se dire, oh là là, ça y est, c'est bon, c'est fini. Faut rester stable. Il y a pas de... il y a toujours une option envisageable. Ok. Eh ben, c'est très apaisant à entendre d'une certaine manière. Hmm. Comment aujourd'hui tu gères ton quotidien entre t'as la vie de maman, t'as la partie Mhm. casquette chef d'entreprise, t'as aussi la casquette formatrice, la casquette éducatrice canin, vu que t'en fais Mhm. encore un peu. Ouais. Comment tu, comment tu gères un peu tout ça? Alors, c'est un équilibre qu'on ne trouve jamais, mais qu'on tend à trouver tout le temps. Non, en vrai, c'est ça, c'est parce que... Alors, moi, là, en plus, j'ai eu un autre bébé il y a un peu plus d'un an, donc qui est encore petite, Oh donc waouh. qui ne dort pas la nuit, tu vois, donc ça fait partie du challenge. Non, mais c'est un équilibre, c'est aussi... moi, il y a une phase dans ma vie où j'ai beaucoup travaillé, mais vraiment, en termes d'heures, et beaucoup. Et où, pour moi, ça faisait partie, tu sais, limite, si je travaillais pas, je culpabilisais, tu vois. J'avais Hmm. l'impression que, mon Dieu, tu vois, je prenais des vacances, mais j'avais toujours un œil sur ce qui se passait, nanana. Et il y a eu un moment où j'ai quasiment presque fait, je pense, un burn-out, tu vois, j'en sais rien, mais où j'étais au bout du rouleau, quoi. Puis c'était une époque où c'était juste avant que je me désassocie, c'était très tendu, il y avait plein de trucs humains, enfin, c'était vraiment compliqué, j'étais vraiment pas bien. Et le fait d'avoir vécu ce down, tu vois, cette phase un peu dure, où juste après ça a pété, je me suis désassociée, ça a été tout un délire aussi. Et où après j'ai retrouvé un équilibre, et là je me suis dit, waouh, en fait, j'étais pas efficace. À force de trop travailler, j'ai perdu en fait en efficacité, tu vois. Je pensais qu'il fallait que je travaille beaucoup pour être efficace, et en fait c'était l'inverse. Et donc, je pense que c'est un truc que tout entrepreneur expérimente à un moment donné, de se rendre compte que les temps de repos font partie du projet. Hmm. Tu vois, c'est nécessaire à avoir des idées et avoir un fonctionnement qui est stable. C'est aussi des fois de lâcher, de se reposer. Donc ça, je l'ai appris par l'expérience. Voilà, j'ai testé autre chose, j'ai vu que je me suis pris un gros mur dans la face et je me suis dit donc c'est pas la solution. Donc, donc maintenant, je ne culpabilise plus du tout. Quand je prends des vacances, je prends vraiment Parfait. des vacances. Quand je me pose, je me pose vraiment. Quand le soir, je rentre chez moi, le téléphone, il est posé et puis je le retrouve à un moment donné dans la soirée. Puis après, c'est le lendemain, tu vois, et basta. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment Ouais. beaucoup de bien. Donc de trouver et du coup, quand je pose le téléphone, je suis vraiment avec ma famille, tu vois. Je suis pas entre deux eaux. Donc c'est cet équilibre, c'est d'être quand je travaille, quand je travaille pas, quoi. Et Ok. j'amène pas le travail quand je travaille pas. Et après, j'ai la chance aussi d'avoir une secrétaire qui, quand je prends une semaine de vacances, elle gère aussi. Donc, c'est aussi, ça me permet de lâcher. J'ai des gens sur qui je peux compter. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y a des phases. Tu vois, il y a des moments où il y a beaucoup de travail. Il y a des moments où il y en a moins. Et les moments où il y en a moins, avant, tu vois, ça m'aurait fait stresser.
Je me serais dit, ouh là là, il y a moins de travail. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, bah, les moments où il y en a moins, c'est des moments où je peux faire autre chose. Et c'est important. Hmm. Donc c'est aussi tu vois, cette espèce de balance entre les phases où il faut beaucoup travailler, les phases où il faut beaucoup se reposer, les phases où il faut se former, tu vois. Et c'est cette espèce d'équilibre perpétuel qui est jamais complètement trouvé, hein, parce que tu vois, il y a aussi ça, tu vois, il y a eu un moment où je cherchais la perfection, tu vois, où je cherchais d'avoir vraiment cet équilibre. Mais en fait, l'équilibre, il est tout le temps en train de se construire, tu vois, Ouais, c'est comme, tu sais, si t'es sur une planche qui est pas stable, t'es jamais au point fixe d'équilibre, t'es toujours en train d'ajuster. Bah, la vie, c'est ça, c'est un ajustement perpétuel où t'es jamais fixe à l'équilibre, mais c'est parce que t'as conscience que, bah, ok, là, ça penche là, il faut que tu reviennes là, parce que ça penche là, il faut que tu reviennes là, et c'est ça qui fait que tu t'en sors, quoi. Enfin, ouais, c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est mon idée. On va ouais, voir ouais. si dans les années à venir ça se tient ou pas, mais c'est comme ça que je le fais en tout cas, aujourd'hui. Ok. Oui, j'aime bien. Tu sais, moi, je l'ai remarqué aussi que j'arrive jamais à avoir la semaine parfaitement équilibrée, mais que si je dézoome et que je regarde au niveau du mois, je me dis, ok, globalement, ce mois, il était à peu près équilibré avec des semaines plus perso, des semaines plus pro, Mm. et globalement, ça va. Même si je vais un peu dans des travers, des fois, comme tu disais, qu'il y a une semaine plus light, parce que moins de rendez-vous, parce que je sais pas quoi, j'ai la petite voix qui me dit comment je pourrais la combler de boulot pour avancer plus sur Mm. d'autres choses. Et que là, il faut que j'arrive à me dire, non, Paul, c'est le moment où du coup tu te reposes pour prendre des forces pour la semaine d'après qui va être plus speed. Mm. J'ai pas encore tout trouvé. Ouais, après faut s'écouter, tu vois, moi ça m'arrive des fois le soir, tu vois, tout le monde est couché, nana, il est 21 heures et là tu sais j'ai un truc et j'ai envie de travailler, bah je travaille, tu vois, je Ouais, m'écoute aussi, oui, parce que je sens que là c'est le moment, que j'ai l'énergie et que ça le fait. Et quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on a l'impression souvent qu'on peut gérer notre temps comme on veut, ce qui est pas vrai, parce que non mais c'est vrai que des fois on a ça, cette oui, idée que bah oui si j'ai envie de faire une journée off, je le fais. Alors des fois je peux le faire et je le fais, mais il y a des fois où c'est pas le cas et il faut voilà. Donc c'est de s'écouter. Et puis, moi, je pars toujours du principe que quand, tu vois, il y a eu un mois, là, quand je fais les formations où j'ai beaucoup de travail, les semaines sont denses, j'ai besoin vraiment de décompresser après. Tu vois, j'ai besoin d'une semaine où c'est plus cool, où tu vois, j'ai pas eu le temps, par exemple, de m'occuper de la maison. Je le fais, mais tu vois, c'est pas parfait parce que ben les journées elles passent vite et tout. Donc tu vois, c'est un temps où je prends plus le temps de faire ça, ou plus le temps de d'être avec mes chiens, ou un temps pour moi. Tu vois, je vais chez le coiffeur, j'en sais rien. Tu vois que j'ai pas eu le temps de faire avant. Donc, et c'est aussi, tu vois, cette espèce de temps où, quand il y a eu une grosse phase intense, il faut qu'il y ait une phase de décompression après. Parce que si je fais pas ces phases de décompression, je rattaque sur une phase dense, mais je suis épuisée hmm, en fait. Et donc, je suis plus opti, tu vois, là, j'aime plus. En fait, dès l'instant où t'arrives et que t'es fatigué, t'es plus dedans. Donc, même si je m'écoute, tu vois, après une formation, j'ai besoin de cette phase de pause. C'est que là, si je me dis, ok, il faut que je travaille, faut que j'aille faire ça, ah, j'ai la flemme, tu vois, je sens que je suis pas, ouais, donc, si j'ai pas le choix, je le fais, mais si j'ai le choix, franchement, je m'écoute. c'est bien. C'est fort d'avoir le recul, d'arriver à se connaître assez soi pour se dire, non, là, il faut que je le fasse. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Pour terminer, j'ai trois questions que j'aime bien poser à mes Ok. invités. Après, j'ai envie de publier un genre de récap de ce que tout le monde a dit pour que ce fasse un genre de... Oh, je sais pas comment appeler ça, je perds mes mots. Bref, première question. C'est quoi les 20% de missions qui te rapportent 80% de résultats? Les 20% de missions qui me rapportent les 80% de résultats, c'est c'est pas facile comme question. Je sais qu'en plus c'est un peu le but de l'entrepreneur, c'est de faire d'être à fond sur 20% pour 80% de résultats. Ouais, c'est le mythe de... Mais Enfin, le mythe, l'histoire de Pareto, là. ouais, ouais, ouais. Écoute, je pense, en tout cas aujourd'hui, que c'est la visibilité web. Ok, Tu vois, si c'est peut-être 20%, mais c'est ça qui fait que derrière j'ai des gens en formation, qui fait que voilà. Donc c'est le fait d'être visible, ouais. Le fait ok, d'aller travailler sur la visibilité. Ouais. d'accord. Deuxième question. Avec le recul, qu'est-ce qui, dans ta personnalité, t'a vraiment aidé à en arriver là où tu es? Et qu'est-ce qui a été un coup de chance? Hmm. Dans ma personnalité, ce qui m'a aidé, c'est que je pense que je suis déterminée. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à pas. Enfin ouais, ouais, déterminée. Ouais, je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qui a été un coup de chance? Pas mal de choses.
des rencontres, des situations, des, je dirais d'abord des rencontres et après des coups de chance, tu vois, des trucs qui arrivent, des infos que tu vas recevoir et que t'étais pas censé recevoir, mais vu que tu les as reçus, ben tu as un coup d'avance, tu vois. Ouais, Donc des trucs comme ça, ouais. trop bien. Et dernière question, comment tu gères les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneuriat au quotidien? Eh ben, j'apprends à savoir ce qu'est une émotion. Une émotion, elle est pas là pour t'embêter, elle est là pour te donner une information. Et si tu comprends cette information, tu peux passer cette émotion. C'est que souvent une émotion négative, elle te permet d'aller voir que derrière, tu as une croyance qui te limite. Et donc d'aller mettre en conscience cette croyance te permet d'aller la remplacer par une autre croyance plus portante qui te permet de ne plus avoir l'émotion au prochain coup. Exemple concret, tu es entrepreneur, il y a un mois où tu gagnes moins d'argent, tu te mets à paniquer. La croyance qui est derrière, c'est que tu te dis que l'argent, enfin, t'as peur de perdre de l'argent, t'as peur de pas gagner d'argent. Et en fait, tu vas aller modifier cette croyance vis-à-vis de l'argent que tu as, qui n'est pas une croyance positive, qui n'est pas une affirmation, qui te limite Hmm, et qui te fait que tu as peur, tu vois. Et donc tu ok, remplaces ça par une affirmation et là tu repars sur un autre système. Donc c'est de ne plus considérer les émotions comme des ennemis ou comme des fardeaux, mais comme des petits messages qui te permettent d'aller voir qu'est-ce qu'inconsciemment a été mis en place dans ton système qui ne convient plus aujourd'hui dans ta vie et qui doit être vu et remplacé. ok. Ça ressemble beaucoup. Je fais un travail avec une psychothérapeute en ce moment et ça ressemble beaucoup à des Ok? discussions qu'on a, enfin pas ces sujets-là, mais la structure, tu vois, de OK, Paul, tu ressens ça, on va voir d'où ça vient pour voir comment ça impacte et ce que tu dis en gros, l'émotion, elle n'est pas positive ou négative, c'est juste un messager. Le message est plus ou moins sympa ou agréable à recevoir, ça éventuellement OK, mais plus on va se questionner sur d'où ça vient, quoi. C'est ça. Et si c'est une émotion de joie, bah, c'est que tu es sur le bon chemin. Si c'est une émotion plutôt désagréable, c'est qu'il y a une croyance à aller vérifier et remplacer. Et éventuellement changer de voie. Tu vois, c'est la vie, Ouais. c'est pas un tunnel, donc il y a plein de bifurcations. Puis des fois, on se rend compte que là où on est, c'était bien jusqu'à présent. Puis aujourd'hui, ça vibre plus, ça nous porte plus. Donc il faut aller changer ça. Et du coup, ben, c'est ça aussi qui est l'entrepreneuriat, c'est d'aller être adaptable sur la situation. Et nous-mêmes, on doit être adaptable avec nous-mêmes. Trop bien. Merci beaucoup, Chloé. Où est-ce qu'on peut te Avec plaisir. retrouver? Alors, bah, Nature de chien sur le web, Instagram, Facebook, un petit peu TikTok. Ah, Et puis, bah, en fait, en allant sur nos réseaux, on peut tout retrouver. On organise pas mal de choses. Le site comprend toutes les infos. Et puis après, en nous contactant directement, on répond individuellement à chaque personne. Donc, faut pas hésiter. trop bien. Eh ben, merci beaucoup encore une fois, Chloé, d'avoir joué le jeu. Merci à On est, toi. je crois, le record à ce jour de l'interview la plus longue, 1h52. Waouh! Euh, je te dis à très bientôt. À bientôt!